Et bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont arriver, mais bon, j'avais déjà dit que ce débat, ce serait n'importe quoi. Donc, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, merci d'avoir rejoint ce merveilleux débat de, pas mi-saison, mais on va dire de début saison. Il y en a certains que je n'avais pas vus depuis l'épisode 1, donc ça va être très intéressant de voir l'évolution de vos avis, parce que il s'est passé quelques trucs quand même s'il y a certains d'entre vous qui sont pas trop fans de la saison. On va donner un petit peu notre avis, ça va être un peu, pas brouillon, mais un peu... bordélique, mais donner chacun un petit peu notre avis sur ces 6 premiers épisodes. Alors, qu'est-ce que tu penses, Dany, depuis le premier épisode qu'on s'est quitté? Qu'est-ce que tu penses de ces 6 premiers épisodes de cette dernière saison? Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation encore une fois. Ça fait plaisir de toujours revenir. C'est sympa. Donc, dur tâche pour moi d'ouvrir le débat. Donc, déjà, moi, il faut savoir que par rapport à Koh-Lanta, je suis quelqu'un d'assez bon public, je pense. C'est-à-dire que, à part l'île des héros que je déteste et la légende qui m'a laissé sur ma faim, j'apprécie, à vrai dire, toutes les saisons, même les Panama, les îles de trésor et tout, j'aime beaucoup. Donc, pour dire que je suis bon public et donc que je suis quelqu'un d'indulgent, parce que j'arrive toujours à trouver des points positifs à toutes les saisons. On pourra en revenir plus tard si on veut sur quelques saisons, ce qu'on en pense, bref. Et donc, quand je réfléchis donc aux points positifs de cette saison, les chasseurs d'immunité, déjà, il n'y aura pas de titre en point positif, comme je me le répète tout le temps. Mais l'épisode 1 j'avais bien aimé l'épisode 1, déjà parce que c'est un épisode pilote. Et comme tous les épisodes pilotes, c'est toujours agréable. Enfin, faut vraiment le faire pour rater un épisode pilote, je trouve. Et donc, ça partait bien tout de même. On avait, quoi qu'on en dise, tout de même une élimination assez intéressante, celle de Steve, même si c'était le stratège en boss de la saison, c'était quand même sympa comme élimination. Enfin, j'ai bien aimé les petites strats qu'il y avait eu quand même. Donc, ça me laissait dans l'espoir qu'il y aurait de la stratégie dans la saison, la bonne stratégie. Ça, je veux qu'on en parle plus tard dans le débat, comme vous le savez, ceux qui étaient dans le groupe Discord. Donc, on en parlera. Donc, j'avais de l'espoir en me disant qu'il y aurait de la bonne stratégie, comme on aime bien. Sauf que finalement, la saison se résume malheureusement à la recherche de colliers. Je suis stratège car j'ai trouvé un collier Dixit Pauline. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais voilà. Donc, ça veut dire que du coup, j'ai été déçu sur ce point. Parce que finalement, le chasseur d'immunité, enfin, le twist en lui-même, et je pense pas loin d'être un des pires de tout Koh-Lanta, même. Enfin, je pense que c'est ouvert au débat en tout cas, mais pour moi, c'est un des pires qui a été proposé. Donc tout ça pour dire que vous l'avez compris, j'étais là pour l'épisode 1, j'étais encore à peu près là l'épisode 2-3, ça a un peu descendu, j'ai pensé que ça allait remonter avec l'épisode 6, finalement c'est resté là malheureusement. J'ai pensé à toi. Ouais. J'ai été déçu de ce mini trek du dimanche là, mais j'ai été déçu, mais néanmoins malgré un trek vraiment minable, je persiste à dire que c'était le meilleur moment de l'épisode parce que ça a redynamisé. Donc je pense que ceci est la preuve que un bon trek peut vraiment faire du bien à une saison, parce que même un trek aussi minable qu'on a eu était très intéressant à suivre, je trouve. Donc tout ça pour dire que du coup j'ai été déçu de cette saison. Par les candidats également, j'en attendais pas mal de Sarah, finalement rien. En plus, j'ai perdu pas mal de mes chouchous, donc en vrai, Steve, j'aimais bien Steve, du coup j'ai été déçu sur l'élimination parce que j'aimais bien, c'était le stratège en mousse que je préférais des saisons récentes, on va dire. Donc j'étais un peu déçu. J'ai été un peu déçu de William, mais avec le recul, finalement je comprends, donc sans rancune. Et par contre, l'élimination d'Alexis, j'étais un peu triste parce que c'était mon favori, je crois. Donc voilà, j'étais un peu triste. Et du coup, Sarah, j'étais déçu parce qu'en fait, il y avait des promesses dans ces candidats qui n'ont pas été tenues. Et en parlant de twist, je pense. Je pense que mon avis est un peu similaire à celui de Dan, mais peut-être en plus mesuré, j'aurais tendance à dire. Ça a effectivement très bien commencé. Les premiers épisodes étaient chouettes. Moi, je trouve que encore aujourd'hui, la force de la saison, vraiment son point fort, c'est le casting. Je vois pas mal de gens dire que le casting est mou, que les gens n'arrivent pas à avoir de chouchou, que voilà. J'avoue que c'est pas mon cas. Moi, je trouve le casting vraiment sympa.
à tel point que là, au bout de 6 épisodes, on a perdu. Enfin, il y a beaucoup de candidats avec de grosses personnalités qui sont partis. Je pense à William, je pense à Alexis, je pense à Sarah, même Emily était quand même une grosse personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et malgré toutes ces éliminations, on a quand même, enfin selon moi en tout cas, on a encore pas mal de candidats très intéressants. Un autre point fort du casting, c'est que je trouve qu'on a très peu de candidats fantômes par rapport à d'autres saisons au même stade. Si on prend les saisons précédentes à l'épisode 6, je pense qu'on avait pas mal de candidats fantômes, alors que là, à part Jean, qui est encore très discret, mais je pense sincèrement qu'il est discret parce qu'on va le voir longtemps et qu'il va se révéler peut-être en réunification, à part Jean, je ne serais pas capable de citer un autre vrai candidat fantôme. Donc là-dessus, c'est vraiment le point positif de la saison. Après, effectivement, on a eu un dernier épisode, à l'épisode 6, qui a vraiment calmé tout le monde, parce que je pense qu'on s'est tous beaucoup hypé avec le Trek, et au final, ça n'a pas du tout été à la hauteur de nos attentes. Et même pas que le Trek, tout l'épisode dans l'ensemble. Et pour réagir à ce que demandait Dan, par rapport au twist de la saison, je pense que sur le papier, les chasseurs d'immunité, c'est pas le pire twist, c'est même pas forcément un mauvais twist sur le papier, mais dans les faits, on a un twist qui, contraint les gens en termes de stratégie à se limiter à la recherche de colliers, et en plus de ça, les colliers sont des flops sur flops. Pour l'instant, on n'a eu aucun collier pertinent. Il n'y en a pas un seul qui a servi à quelque chose. Et ça, vraiment, je trouve ça dramatique. Pour moi, c'est peut-être effectivement le plus gros point négatif de la saison, c'est que on perd en stratégie à cause du twist, et le twist ne nous apporte rien de positif. Donc effectivement, dans les faits, on a un twist vraiment dommageable. Merci Colin d'avoir souligné. C'est vrai qu'on a eu des grosses éliminations. Je trouve, en fait, on a des candidats qui, en temps normal, dans les saisons précédentes, n'auraient pas été éliminés. Je pense à Alexis, tu vois, ou à Emily éventuellement. C'est des gros caractères qui n'auraient peut-être pas été éliminés au moment de la saison à la saison précédente. Ou alors, si ça avait été le cas, à la manière de You en saison 15, ça aurait été un moment phénoménal. On aurait dit waouh, incroyable, quelle stratégie. Sauf que là, précisément, ces grosses éliminations, aussi surprenantes soient-elles, ne sont pas le propre d'un gros move de la part des candidats. C'est vraiment en mode on les a éliminés. Certes, c'est surprenant parce qu'on ne s'attendait pas qu'ils sortent si tôt, mais pas grosse hype. C'est ça le truc. Je n'ai pas ressenti de hype en sortant d'un épisode pour l'instant. En fait, ça pour le problème. Là, je reprends l'exemple de You, qui a quand même une grosse élimination d'un candidat qu'on n'aurait pas cru sortir aussitôt. Là, à l'époque, j'ai sorti en mode waouh, incroyable, Koh-Lanta à la vie, quoi. Voilà. J'en arrête. Je suis d'accord avec ça. C'est des grosses éliminations qui n'amènent pas de gros événements. À part peut-être l'élimination d'Alexis, mais parce que il a fait une opération de kamikaze au conseil, donc forcément ça fait parler. C'était inattendu. C'est rare de voir un candidat se saboter comme ça au conseil, mais c'est pas la stratégie qui a amené ça. C'est pas dans les votes qu'on a été surpris. Et effectivement, les autres gros candidats, que ce soit William, que ce soit Emily, que ce soit Sarah, c'est des gros candidats qui sortent, mais pas sur de gros événements. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai deux choses sur les deux personnes qui sont passées avant moi. J'aimerais répondre sur deux choses. Sur le fait, moi, je suis pas d'accord que c'est un mauvais twist. Je pense juste qu'il est mal géré parce que ce twist-là, il peut être amené à faire des choses de ouf, quoi. Sincèrement, quand un collier qui protège deux personnes ou des choses comme ça, c'est fou, c'est bien, mais c'est tellement mal fait. Moi, le conseil où Alexis est sorti, où Pauline elle a joué son collier maintenant, moi j'étais persuadé qu'elle allait le protéger lui, et du coup que ça allait faire une élimination pour la pauvre Sarah qui est sortie juste après, et elle aurait pu sortir à ce conseil, et là ça aurait fait une élimination vraiment choc et un moment marquant. Si je peux faire la comparaison des armes secrètes. Les armes secrètes, on a eu quelques moments un peu marquants avec leur twist, notamment
je pense à l'élimination de Marie face à Magali lors du deuxième épisode. Donc là, au moins, ça, c'était vraiment une élimination surprise avec le twist qui a apporté quelque chose. Là, dans cette saison, on est à un épisode de la réunification. Il n'y a rien, quoi. Il y a des colliers qui sont sortis, mais bon, si c'est un collier pour protéger le chien de la voisine ou je sais pas quoi, c'est complètement nul, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait tellement rire quand Cécile, elle a dit ouais, enfin, j'aurais préféré qu'il me protège moi. Bah oui, enfin, tu trouves un collier et il ne peut pas te protéger toi-même, quoi. C'est vraiment le truc, c'est un cadeau empoisonné, quoi. C'est clairement, enfin, ça sert à rien, quoi. Un collier qui protège toi et la personne de ton choix, je suis d'accord, mais que tu peux pas te protéger toi avec le collier que tu as trouvé, bah en fait, c'est un peu inutile, quoi. Et, et c'est dommage parce que le twist, il apporte plein de choses avec ça, parce que c'est pas des doubles votes et des tournements. Donc là, c'est un vrai pouvoir de protection. Je pense à Eileen l'année dernière qui avait trouvé un double vote, bah ouais, il pouvait rien faire avec son double vote. Que là, avec un collier, théoriquement, tu peux faire quelque chose, sauf que le collier ne protège pas. Mais là, il y a vraiment un pouvoir de protection et de retournement du jeu que là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui bouge, quoi. Tu peux faire tellement plus. Moi, je me suis imaginé des scénarios dans ma tête et tu peux faire tellement plus avec ce twist-là. Et moi, comparé à la plupart, j'ai bien aimé l'épisode de la semaine dernière. C'était pas l'épisode de fou, mais il était quand même bien. Après, on n'est pas du tout au trek de Palau ou au trek, des treks marquants comme ça, quoi. Je pense à Malaisie aussi, qui était pas mal, le trek. Mais ouais, ce trek-là, il était vachement décevant. Mais c'était pas non plus une purge, quoi. Quand j'ai pu lire, enfin, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai passé un plutôt bon moment. La seule déception que j'ai dans l'épisode, et moi, j'étais persuadé que ça allait se passer comme ça, j'étais persuadé qu'il y aurait eu un conseil surprise à la fin. Parce que je voyais l'heure, et quand l'épreuve du militaire a terminé, il était dans les alentours de 23h15. Je me suis dit, ouais, bon, là, on va aller dormir. Donc, un conseil surprise. Et moi, j'adore les conseils surprises. Mais même si 90% du temps, c'est mes candidats préférés qui sortent, dans les conseils surprises, j'adore ce concept. Et là, c'était le moment parfait de le faire parce que du coup, on avait eu un épisode vachement bien rempli. Et en plus, le côté sur le camp, ça servait strictement à rien, quoi. Donc, un conseil surprise, ça aurait bien permis de faire, ouais, qui va sortir et tout, suspense et tout. Et on n'a pas eu ça. Et moi, je pense que peut-être qu'ils s'attendaient à ce que sur le camp, il se passe quelque chose, des clashs ou des colliers de trouver. Mais non, du coup, il n'y a pas eu ça. Du coup, bah, c'est vrai que le moment après l'épreuve et entre le conseil, c'était chiant. Et sinon, ouais, pour revenir à la saison, en fait, je suis mi-figue, mi-raisin parce que j'aime bien, parce que moi, c'est comme Dany, moi, je suis bon public sur les saisons. Moi, c'est très rare où il y a une saison, je vais dire, oh, je l'ai détesté et tout, Île des héros, je suis d'accord. Mais sinon, je suis bon public. Moi, il n'y a jamais, je vais dire, oh, c'est la pire saison. Enfin, non, c'est des jeux de saison bof, mais c'est jamais les pires. Par contre, là, si je fais le comparatif avec le Feu Sacré ou le Totem Maudit, bah, je dirais que c'est moins bien parce que il n'y a pas de candidat où j'arrive à m'attacher. Et comme disait Colin, je suis d'accord que pour moi, le casting, il est réussi dans le sens où on nous fait ressentir des choses. On n'est pas là en disant, ouais, les 20 candidats, il n'y en a aucun qui fait ressentir des choses. Mais ressentir des choses, des fois pas dans le bon sens. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui m'agacent ou qui m'ont agacé. Comparé aux préférés que je peux avoir là, je pourrais pas vous citer énormément de candidats que j'adore. Il y en avait une que j'ai adorée qui n'est plus là. Je parle de Nathalie. Et j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'elle est partie, pas j'ai perdu l'engouement parce que voilà, moi, Koh-Lanta, je regarderai tout le temps. Mais en fait, je ne m'attendais pas et ça m'a saoulé en fait que ça soit aussi tôt. Et tellement il y a peu de candidats qui sont attachants pour moi ou qui m'ont déçu. Je parle notamment de Émilie. Bah, du coup, mon intérêt de la saison, il n'est pas comme l'année dernière où il y avait beaucoup de candidats que j'aimais l'année dernière. Donc voilà pour moi. Ouais, je sais que tu as Nathalie, tu la regrettes. Surtout que ça m'a fait cœur, je ne suis toujours pas remis. Hein. Clairement, je m'en suis pas remis. Surtout qu'à l'épisode 2, avec Colin, Zakou, on était en mode ouais, elle est grave loin, c'est bon, elle a fait le meilleur, c'est bon, elle a vécu le plus dur est passé, on a dit.
On avait mal estimé le bordel, hein, quand même. Alors, le début de saison, comment dire? J'avais dit dans l'épisode 5 que je trouvais qu'il était dans la moyenne, je confirme ça, je confirme que ce que j'ai dit. Je ne dirais pas que c'est le pire début de saison, un truc comme ça, je peux pas dire, j'ai pas vu toutes les saisons. Donc voilà, il manque les toutes premières, mais voilà. Ensuite, pour moi, c'est un début de saison qui, pour moi, commençait très bien parce que les candidats que je n'aimais pas partaient vite. C'est l'avantage que j'avais. Parce que c'est même les candidats que je trouve un peu moyens sont partis aussi, donc ça me va. Par contre, c'est vrai que je rejoins certains sur le casting. Le casting est réussi, mais il y a beaucoup de candidats qui m'agacent, beaucoup moins qui sont dans mes chouchous. Et du coup, c'est vrai que ça peut, au moins ça provoque quelque chose dans l'épisode. C'est ça qui est intéressant. C'est que, bon, comme on dit souvent, le pire, c'est quand tu ne ressens rien devant un épisode. C'est vraiment le pire, parce que sinon tu t'ennuies et tu n'as même plus envie de regarder la saison. Pour revenir vite fait sur le dernier épisode, donc l'épisode 6, pour moi, ça a été le gros coup de frein à la saison. Je trouvais que c'était vraiment l'épisode par excellence. Il n'y avait pas grand-chose. Le Trek, moi, j'en attendais beaucoup. Ça m'a beaucoup déçu. C'est vraiment souvent, c'est mon épisode préféré avec réunification, les binômes et choses comme ça. Donc c'est souvent les épisodes que j'aime beaucoup. Là, ça m'a beaucoup déçu parce que techniquement, ils ont marché pour rien. C'est juste ils marchaient dans la forêt. Puis vu le trek, ça n'avait pas l'air d'être très compliqué. Donc bon, après, les candidats disent que c'est compliqué, que c'était assez compliqué. Quoique Sarah a dit que ça allait. Bon, ça se défend. Il faut voir leur point de vue en fait. Mais pour nous, ça ne semblait pas compliqué. C'était très court. Alors que d'habitude, un trek, ça dure bien 30 minutes. Donc c'était très court. Ça n'a pas rythmé beaucoup l'épisode. L'épreuve, c'est les poteaux en équipe, quoi. Désolé. Et puis les poteaux, on est d'accord pour dire que c'est pas une épreuve extraordinaire. Puis ensuite, le fait que ça se termine en duel, j'ai pas trouvé ça très intéressant, quoi. Quel est l'intérêt de faire une épreuve individuelle alors qu'on est encore dans la phase équipe? Bon. Donc, après le reste de l'épisode s'est bien passé. Ça a vraiment marqué un coup d'arrêt, mais franchement le reste de l'épisode allait pour moi. Donc c'est pas un épisode catastrophique. J'ai été un peu à chaud. J'ai dit que c'était une purge. Maintenant que je suis à froid, c'est un peu macéré, c'est un peu mieux. Sinon, pour revenir sur le twist, comme vous en avez parlé, le twist, comment dire que c'est pas passionnant pour l'instant. C'est pas. Au moins, tu vois, le feu sacré, il y avait des choses. Il y avait le coup de Rudy, Gilles et Tania qui avaient fait quelque chose en début de réunification qui n'était pas trop mal. Il y avait des petits trucs comme ça pouvait créer des alliances dans l'autre équipe, donc ça pouvait être intéressant. Là, les colliers, c'est des colliers souvent qui servent à rien, comme vous l'avez dit. Mais je trouve que c'est très souvent, dans Koh-Lanta, quand on fait un twist qui tourne autour des colliers, les colliers ne servent à rien. Par exemple, on avait fait l'île aux colliers dans Thaïlande. Il y avait eu 4 colliers. Il y en a eu 2 qui sont partis avec Cassandre. Il y avait Karima qui avait gâché son collier. Il y avait Pascal son collier n'avait servi à rien parce qu'on avait fouillé dans son sac. Bon, sinon, ça aurait marché. Mais on a fouillé dans son sac, donc pas de chance. Donc généralement, quand ça tourne autour des colliers, c'est généralement pas très réussi comme twist. Bon, il faut voir après. Et niveau défaut de la saison, je dirais que j'en reparlerai peut-être après si on parle des gros défauts de la saison. Moi, c'est le montage qui vraiment me hérisse le poil. Mais on en reparlera. C'est vraiment un truc que j'ai toujours eu du mal avec Koh-Lanta. C'est le montage des fois qui peut être assez compliqué pour les téléspectateurs. Ça crée des gens qui ne se fient qu'au montage et qui du coup après commencent à dire des choses qui ne sont pas toujours vraies. C'est compliqué. C'est des choses que j'essaie de mettre un peu de côté, mais là il faut en parler, je pense. Alors moi, à l'épisode 2, j'étais toujours très emballé par la saison parce que j'aimais vraiment beaucoup le casting et c'est toujours un fait. J'aime toujours le casting. Je le trouve vraiment pertinent, assez varié et intéressant. Mais l'évolution de la saison va dans un sens que je n'aime pas trop. Les derniers épisodes, je les ai quand même un peu plus subis que les premiers. Parce que je trouve en fait que un mot qui pourrait décrire la saison, c'est vraiment plat. Il y a vraiment très peu d'aspérité dans la saison. On vit un peu les épisodes, mais pas comme on le devrait, c'est-à-dire qu'on les subit plus qu'on devrait les vivre. Il ne se passe pas grand-chose, que ce soit dans les stratégies, dans les relations sociales entre candidats. Rien n'a évolué depuis l'épisode 1. Sauf une chose, le cas Pauline et Léa dans l'équipe jaune, qui elles, ont réussi à faire évoluer leur situation. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose n'a évolué.
Chez les jaunes, on a toujours la même alliance qui a perduré. Chez les rouges, on ne sait rien. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression de rien connaître de l'équipe rouge, des relations entre eux, de leurs alliances, des stratégies qui pourraient être mises en place. Si les rouges vont au conseil, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer parce que j'ai l'impression de rien savoir. Donc, j'ai pas grand-chose à analyser de l'équipe rouge. Et ça m'énerve un peu. Car j'ai l'impression que tout se fait en off et qu'on est au courant de pas grand-chose. Parce que élimination de William, on n'était pas au courant de ses problèmes sociaux. Alexis, pour moi, il y a toujours quelque chose qui a été caché en off et j'en démordrai pas. Même, comment elle s'appelait, Émilie, son élimination, le fouillage de sac, etc., c'est fait en off. J'ai l'impression que les candidats jouent beaucoup en off cette année. Et c'est un peu chiant parce qu'on peut vraiment pas analyser la saison d'un point de vue stratégique. Déjà que de base, il n'y a pas beaucoup de stratégie. C'est assez dingue. On a une saison où on a déjà eu, je crois, 5-6 colliers. Aucun n'a été utile. Alors que l'année dernière, à la même période, on a quand même eu Rudy qui avait même pas un collier mais qui avait un double vote, qui a réussi à jouer avec le papier de ce double vote pour faire croire qu'il avait un collier. Enfin, quand on compare le niveau stratégique des deux saisons, c'est absurde tellement c'est déséquilibré. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec cette saison et que pour l'instant, je trouve que c'est une des pré-réunifs les plus faibles qu'on ait eu. C'est que, il y a rien à se mettre sous la dent. Les pré-conseils durent même pas 10 minutes à chaque fois. C'est genre les candidats qui vont parler, qui disent « tu vas voter pour qui ? Je vais voter pour cette personne. » D'accord, très bien. Mais personne n'essaie de changer les situations, de convaincre des gens, de voter une autre personne, etc. C'est trop bizarre. Et ouais, j'ai un peu de mal avec la saison dernièrement. Même si je trouve que la fin du dernier épisode était plus sympa, parce qu'on avait quand même un thème qui était entre Océane et Sarah, qui était la performance contre la confiance. Qu'est-ce qui valait mieux choisir ? Et c'est Aymeric qui a pris la décision finale de choisir la confiance, voyant que la réunification approche. C'est beaucoup mieux d'avoir une alliance solide plutôt qu'une alliance performante pour la post-réunif. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas trop accentué ça pour nous mettre le Trek qui était une catastrophe, mais non pas une catastrophe pour ce que c'était, mais pour ce qui était vendu. La prod aime beaucoup vendre la saison et la survendre alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, assez mitigé sur le début de saison. Je la trouve plat, voire fade. Les candidats n'évoluent pas trop depuis l'épisode 1, alors que je trouve qu'ils ont un potentiel de fou. Mais on n'en voit rien, et je trouve ça très très dommage. Je veux réagir sur le fait que tu as comparé le Feu Sacré et cette saison, surtout que TF1 nous a dit oui, cette saison sera dans la lignée du Feu Sacré. Pour l'instant, on en est très très loin. Vraiment très très loin. Après, on n'est qu'à la pré-merge. Pour l'instant, on n'y est pas, je trouve. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le Feu Sacré, en niveau stratégie, on avait des Alexandre, des Rudy, oui. On avait même Émine qui était un peu joueur, le reste. Et alors que là, voilà, c'est vrai qu'il y a très peu de stratégie. Oui, alors non, mais moi j'ai beaucoup mieux aimé l'épisode d'hier soir, que j'ai trouvé beaucoup plus rythmé et joyeux que l'épisode de la semaine dernière en fait. Donc j'ai passé une meilleure soirée hier soir, au moins. Ah oui, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as regardé hier soir ? Quoi que ce fût qui fut meilleur que Koh-Lanta anyway. Ok. Donc s'il faut parler du twist, comment dire ? En plus le titre, je trouve qu'il fait un peu Martine va à la plage, Koh-Lanta les chasseurs d'immunité, c'est bienvenue chez les bacs à sable quoi. Enfin, c'est tellement ça. Donc ouais, il aurait mieux fallu donner le nom du lieu et après dire oui mais il y a aussi les colliers d'immunité et comme ça on n'en fait pas un titre mensonger en plus parce que de nouveau j'accuse le scénariste mais il s'est loupé parce que là à part le divertissement ça chasse rien du tout dans la saison donc sur le twist mon avis est plutôt là-dessus et sur le casting moi je suis quand même plutôt satisfaite j'aime bien ou j'aime pas tout le monde mais personne me laisse indifférent je pense là comme ça si je réfléchis. Et les éliminations me satisfont aussi relativement, quoi. Je me suis jamais dit, oh non, dommage. Donc, finalement, mon avis sur le casting il est ok, quoi. Pour l'instant, il ne m'a pas tant déçu. Bon, je mets David de côté, vous le savez tous, évidemment. Ah, David. Oui, voilà. Donc, voilà, j'ai pas
grand-chose d'autre à dire sur ce qui a été dit, mais je voulais revenir aussi sur le montage, parce que, en fait, la saison raconte rien. Il n'y a pas d'histoire. C'est mal écrit. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de conclusion. On ne sait pas où ça va. C'est... D'habitude, normalement, chaque saison, ils ont quand même une espèce d'histoire qui se profile, un peu déguisée au fond, puis qu'on arrive à retracer avec des péripéties, puis tout. Et là, c'est pas le cas. Donc, mais vous allez m'entendre avec redondance accuser le scénariste parce qu'il ferait bien d'embaucher un, finalement, à terme, au moins. Parce que là, le montage est vraiment problématique. On ne sait pas où ils veulent aller, puis ils donnent des infos contradictoires. Ils nous présentent un Ambry méchant, puis un Ambry gentil. Puis du coup, ça crée des conflits de perception chez le spectateur. Bon, après là, ça devient de la technique de la télévision, mais de fait, il faut pas donner ça aux stagiaires de 3e, quoi. Le montage, c'est quand même une affaire un peu plus qui demande un peu plus de travail. Donc voilà, je suis mitigée, mais je suis pas monstrueusement déçue, et en même temps, je n'ai jamais été monstrueusement déçue par une saison. Donc voilà, je ne sais trop que dire. Ouais, par rapport au montage qui n'est pas manichéen, j'ai envie de dire, moi je trouve ça bien, ça change un petit peu que d'avoir des personnages qui sont prédéfinis, où du coup ça devenait peut-être trop prévisible justement. On savait quel type de personnage était chaque candidat. Là je trouve ça bien qu'on ait des candidats qui soient ni méchants ni gentils. Enfin, tous les candidats on a des reproches à leur faire, ou alors des qualités à leur vendre. Il n'y a pas un candidat qui ressort du lot, du coup, et c'est justement ce qui me ramène à la platitude de la saison, c'est que personne ne ressort du lot, mis à part peut-être Maxime, mais même Maxime, on n'a pas trop de facecam de lui, et j'aimerais en voir plus. C'est-à-dire que je sais qu'il pourrait ressortir du lot, mais on ne le voit pas beaucoup. Et ça m'énerve un peu. Mais justement, je trouve que tous les candidats, j'ai des trucs à leur reprocher, et des choses que j'aime bien chez eux. Mais du coup, ouais, ça fait que c'est très difficile de ressortir des candidats où on est vraiment à fond derrière eux, ça je suis d'accord. Et c'est peut-être ça le côté non attachant que reproche beaucoup. Moi je trouve pas qu'il est non attachant le casting, je trouve qu'il est juste trop uniforme. Personne ne ressort, personne n'est nul, personne n'est bon, c'est un peu chiant. Ouais. Oui, alors je suis pas totalement d'accord sur le côté montage pas manichéen, parce que moi en tant que humble, du coup, connaissant l'émission, on arrive à déceler, comment dirais-je, à rester raisonnable dans notre avis, notre perception de l'aventure sur les candidats, sur leur caractère. Par exemple, à se rendre compte qu'Amri, bien qu'il était grincheux, finalement ça va, c'est un chic type, etc., etc. Mais quand tu regardes le grand public, les réseaux, ce qui se dit, tout cela, ouais. Si on peut considérer que Twitter est le grand public, je ne sais pas, mais voilà. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'une certaine candidate ne laisse pas indifférent le grand public, en la personne de Pauline, parce que quand tu vois son montage qui est apocalyptique, comme dirait Christophe, qui est, au contraire d'apocalyptique, j'ai envie de dire, puisque on ment littéralement aux spectateurs, aux téléspectateurs. Ah oui, là on ment, là. On ment aux téléspectateurs pour montrer à quel point Pauline est forte. Alors, j'ai rien contre Pauline, j'étais pour elle au début de l'aventure, en plus au premier épisode, j'aimais bien. Mais cette surglorification qui ment me fait détester la candidate. Ça m'arrive souvent, ça, quand on surglorifie quelqu'un sans raison valable, si j'ose dire, avec tout le respect que j'ai pour Pauline, ça me fait détester quelqu'un, tu vois. Et là, Pauline, le moment où on ment, c'est l'épisode des catapultes, où Denis dit 100% de réussite pour Pauline. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux, voilà. Et Rosia le dira s'il est dans les commentaires, parce qu'il a mené l'enquête. Mais non, c'est totalement faux. Il y a ce passage-là, il y a ce passage où on montre Sébastien Ambry dire Pauline, vraiment trop forte, t'es vraiment trop forte et tout. Voilà, t'es vraiment la meilleure. Alors que, ok, sur les catapultes, elle a été la meilleure. Sur le reste, pas non plus, ouais, pas sur le reste, ouais, c'est ça. Mais pas non plus au-delà des standards, si j'ose dire. Mais après, encore une fois, j'ai rien contre Pauline en tant que tel, c'est pas de sa faute si le montage est comme ça. C'est vraiment un reproche au montage que je fais.
Et donc là, tout ça pour dire donc que le montage est selon moi pas du tout équilibré, je trouve. Et je voulais partager une hypothèse que j'ai vis-à-vis de Pauline. À mon avis, ce montage qu'elle a, c'est pas pour nous faire comprendre que ça va être la gagnante de la saison. Moi, j'ai le sentiment que c'est pour nous préparer à une élimination choc. Et par élimination choc, je veux dire, soit vu on insiste énormément sur deux aspects d'elle, d'un côté qu'elle est monstrueuse dans les épreuves, que c'est presque le challenge beast de la saison, on veut nous faire croire ça. Donc, pour moi, ça, c'est potentiellement qu'elle se ferait sortir sur une épreuve éliminatoire après la réunification. Et le deuxième aspect, c'est on insiste sur le fait que dans son équipe, tout le monde l'adore, que voilà, c'est devenu la nouvelle goth. Et du coup, peut-être qu'elle sortirait sur boule noire aux ambassadeurs. J'arrive à considérer que si cette année, comme l'année dernière, comme pour le Feu Sacré, c'est les équipes qui choisissent leur propre ambassadeur, ils pourraient choisir Pauline en se disant ouais, jamais elle nous trahira et tout, elle est super. Pauline ira parce que glorifiée par sa tribu, elle veut endosser ce rôle et effectivement, elle pourrait aller jusqu'à la boule et tirer la boule noire. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que ce montage dithyrambique, c'est pour nous créer l'effet choc de voilà là, elle est éliminée de manière surprenante. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Très intéressant, l'hypothèse, j'aime beaucoup. Ça peut être possible. Pour ça, il faudrait un rouge comme dans la boule noire. Et ça, pour moi, c'est c'est compliqué. Vu que les rouges, ils s'aiment pas tous, quoi. À part Ricky, peut-être, mais c'est tout, quoi. Ouais. Ouais, ou un Jean un peu trop gentil. Oui, du coup, j'avais pas du tout pensé à Colin, ce que tu disais, mais en fait, c'est grave intelligent et c'est possible parce que je me suis dit, c'est vrai qu'elle a un montage bizarre. Enfin, bizarre dans le sens où si c'est vraiment elle la gagnante, ils en font trop, tu vois. Et j'ai pas l'impression que dans des saisons, ou peut-être que je me souviens pas, mais dans des saisons précédentes, dès le début, on nous glorifie quelqu'un qui gagne à la fin. Mais vraiment, de ce sens-là, ouais, c'est la meilleure et tout. Donc, c'est vrai que c'est possible qu'elle puisse sortir. J'ai du mal à la voir sortir à un conseil, sincèrement. Parce que là, si vraiment elle sort un conseil, bon courage à ceux qui vont l'éliminer parce que sur les réseaux sociaux, ils vont se faire tuer, quoi. Parce que clairement, c'est un peu la préférée des téléspectateurs avec Ricky chez les Rouges. Donc, j'espère pas qu'elle se fait éliminer par son équipe parce que sinon ça risquerait d'être le feu sur Twitter. Moi, je pense que le truc de la boule noire, c'est grave plausible en fait parce que honnêtement, si à vos ambassadeurs, je la vois tellement dire non, je mettrai pas quelqu'un de mon équipe, boule noire et tout. Donc, c'est grave possible en fait que je la vois bien sortir comme ça aux ambassadeurs tout compte fait, alors que j'y avais jamais pensé. Mais non, écoutant, c'est vrai que c'est grave plausible, quoi. Donc, ouais, je pense qu'on est sur quelque chose là. Là, le pire scénario, ça serait que ça soit Ricky et Pauline aux ambassadeurs. Là, ça serait vraiment le truc. Je crois que personne n'a envie d'avoir parce que moi, je suis un peu influençable, hein, mais moi, clairement, c'est mes deux candidats préférés, on va dire, même si je suis pas de ouf investi. Mais moi, j'aime bien quand il y a des entre guillemets, hein, c'est vraiment entre guillemets des gentils et des méchants. J'aime bien quand le montage nous fait montrer cette personne elle est bien, cette personne elle est pas bien. Après j'ai mes nuances, je sais très bien que ça arrive qu'il y ait des candidats qu'on nous montre comme des méchants. Je parle par exemple de Adja que moi j'adore, donc je sais très bien, ça m'empêche pas qu'un candidat qui est considéré comme méchant, je l'aime bien, mais j'aime bien en fait avoir ce contraste parce que mine de rien, on regarde Koh-Lanta, c'est un peu comme si on regardait une série ou un film. On a besoin d'avoir des antagonistes et des protagonistes. Et c'est un peu ce que je reproche là cette saison, c'est que il n'y a pas vraiment ça, quoi. Donc c'est un peu comme les 4 terres ou des choses comme ça où tout le monde était gentil. Mais ouais, mais en fait, on a besoin de gens qu'on va être touchés parce que il a perdu son chien ou parce que cette personne elle est mauvaise, a fait des coups de dos. On a besoin de ça en tant que téléspectateur. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin de ça. J'aime bien voir une storyline dans la saison qui fait les bons et les gentils, même si je grossis le trait, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment gentil ou méchant, quoi. C'est juste comment on veut nous écrire la saison, quoi. Très bonne hypothèse, Colin. Moi, j'aime beaucoup. Et
pour rejoindre ton idée, c'est que pour moi, je trouve pas que Pauline ait un montage de gagnante, parce que quand on a réfléchi, à part éventuellement Alexandre Descater, je trouve pas que les gagnants des saisons récentes ont un montage de fou, quoi, tu vois. Enfin, j'aurais des montages soit neutres, respectables comme Bastien, tu vois, soit au contraire un peu négatif quand même pour, je trouve, François, quand même, c'était pas non plus le meilleur des montages qu'il a eu, voilà, ou enfin, bref, François, je pense, ou Maxine, par exemple, même Maxine surtout. Mais moi, je trouve que Pauline, elle a plus un montage de perdante des poteaux, tu vois, un montage à la Loïc, un montage à la Jean-Charles, un montage à la... C'est qui a perdu poteau l'année dernière? Nicolas. C'était Nicolas. Ouais. Même Nicolas un peu, je trouve, ouais, tu vois. Enfin, il y a plus ce côté en mode, c'est l'héroïne de la saison, mais elle va perdre au poteau, mince. Que les gagnants, c'est plus... c'est différent, je trouve. Il y a ce côté. Même Frédéric, quand on y pense, je trouve qu'il a vraiment Frédéric, je trouve qu'il a un peu le montage d'Océane cette saison, un peu dans l'ombre, mais qui est bien placé quand même. Enfin, voilà. D'où pour moi que je pense que c'est Océane qui va gagner. Ah ouais. Ouais. Là, tu te risques. Ouais. C'était par rapport à Alexandra. Effectivement, ça fait plusieurs fois que j'entends dire oui, Pauline, elle a un montage comme Alexandra, elle partait tout en bas et maintenant on la présente comme la goth. J'aurais tendance à dire que Alexandra, c'était pas tout à fait ça, parce qu'Alexandra, elle a commencé effectivement au plus bas, extinction de voix, tout ça, elle était ridicule, presque à manger du sable sur l'île. Et après, on a commencé à nous montrer, oui, mais regardez, elle est forte en puzzle, elle s'entend bien avec les gens, mais toujours en nous montrant un petit peu les animosités qu'elle pouvait avoir avec Adja, qu'elle pouvait avoir avec Laurent aussi plusieurs fois, même s'ils s'entendaient bien tous les deux. Laurent avait tendance à dire, oui, quand même, Alexandra, elle est faible, peut-être qu'on pourrait s'en défaire, etc. Tout le long, Alexandra, on nous l'a montré en danger, et c'est ça qui en a fait une gagnante sympa à suivre. C'est que c'était toujours incertain, son destin. Alors que Pauline, là, il nous la montre vraiment comme c'est la queen. Et donc, c'est ce qui me fait dire que c'est pas un montage de gagnant. Mon hypothèse numéro 1, c'est vraiment qu'elle sorte sur une épreuve éliminatoire, où elle panique, elle perd ses moyens et tout le monde est choqué que ce soit elle qui sorte. Un petit peu comme ça avait été le cas pour Bertrand Camel avec les 4 terres. Je trouve qu'elle a un peu ce montage-là. Bon, Bertrand Camel, c'était parce que on sait très bien pourquoi il avait un montage aussi glorifiant jusqu'à son élimination. Donc Pauline, je lui souhaite que ce soit pas la même chose, mais il y a quand même cette similarité, je trouve. Donc épreuve éliminatoire, j'attends de voir. Oui, moi j'y crois à l'épreuve éliminatoire beaucoup plus que les ambassadeurs, puisque qu'on me dise en face-to-face qui chez les rouges ira à la boule, même Ricky, je le sens un peu influençable avec Meissa et ses potes là qui sont quand même un peu dans le contrôle et tout, qui vont dire ouais vas-y t'inquiète, lâche une fille, on s'en fout. Donc je pense que Ricky, c'est pas aussi sûr que ça qu'il aille à la boule. Donc à moins que Pauline tire la boule avec elle-même, je suis pas sûre qu'elle aura un adversaire très coriace, parce que les rouges ils vont faire la queue pour mettre quelqu'un sur le papier. Hein. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Faut pas que je tarde moi à vous quitter, donc je peux pas rester beaucoup. Du coup, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit par rapport à Pauline, où moi j'avais dit justement que je la voyais comme une perdante des poteaux, mais oui, l'épreuve éliminatoire c'est cohérent aussi. Et je suis pas tout à fait d'accord avec Océane gagnante, parce que dans l'épisode 6, elle était quand même drôlement en mauvaise posture à faire chouin, c'est à cause de moi qu'on a perdu, peut-être que je vais pas rester, et au conseil dire je suis peut-être à 2 doigts d'abandonner. Mon nez me dit que ça sent pas bon pour elle, je pense. Donc voilà, je suis pas super sûre de moi. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus, puis vous quitter très gentiment avant d'ici 10 minutes quoi pour voilà. Mais merci d'avoir débattu, d'avoir. Et puis on se revoit vite, Jeanne. Il y aura des mix, on va se voir. Ouais, avec plaisir. Merci à toi, à très vite. Bye bye. Au revoir. Salut. Je vais manger mon riz, putain d'aide. En fait, elle a totalement raison dans le sens que c'est clair que j'y avais pas pensé, mais Ricky, clairement, il ira pas à la boule. Et moi, je vais faire un peu Madame Irma là pour mes pronostics. Et donc pour l'épisode de la semaine prochaine, pour moi, je vois les rouges aller au conseil. Pour moi, c'est soit Julie ou Léa qui sort au conseil. Et aux ambassadeurs, c'est l'autre. Pour moi, c'est exactement ça qui va se passer. Enfin, pour moi, je vois bien Julie sortir la semaine prochaine, parce qu'en plus, on la voit s'embrouiller avec
ça. David. Et je vois tellement, mais tellement gros comme une maison qu'aux ambassadeurs, ils vont dire bon, bah, Léa, merci, t'es pas social et tout, donc on a décidé de mettre Léa pour l'éliminer. Mais en fait, je le vois tellement venir comme ça que. Après, ça se trouve, j'ai totalement tort, hein, mais pour moi, je vois pas les jaunes retourner au conseil la semaine prochaine. Et si les rouges y vont, pour moi, c'est évidemment l'une des deux. Parce que après, on va parler du pré-générique ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est l'une des deux qui sort la semaine prochaine et l'autre suivra aux ambassadeurs. Mais en tout cas, les deux, je ne les vois pas passer la réunification, quoi. Et malheureusement, ça serait dommage parce que on aime bien, enfin, moi, j'aime bien, et je pense que c'est pour le cas pour d'autres personnes, les gens qui sont en bottom, on les aime bien, on a envie de les soutenir quand on voit il y a des gens qui sont seuls contre tous et tout. Et là, je pense que malheureusement, le choix de la facilité, ça va être qu'ils vont sortir coup sur coup, quoi. Et surtout que vous dites beaucoup Ricky aux ambassadeurs. Si c'est Ricky, clairement, il n'ira pas à la boule. Mais à votre avis, moi, voilà, le pré-générique, maintenant, j'ai lâché l'affaire. Bon, si vous avez vu des images, on évite d'en parler, mais pour vous, qui pourrait être ambassadeur chez les Rouges est-ce que parmi les Rouges, il y a quelqu'un qui pourrait aller à la boule noire ou vraiment vous pensez que l'intégralité des Rouges, ça pousse quelqu'un sous le bus? Vous avez l'air tous persuadés que Ricky n'ira pas à la boule. Je suis pas forcément d'accord parce qu'on nous a montré sa baisse de morale, sa potentielle envie d'abandonner. Aller aux ambassadeurs et sortir sur une boule noire, ce serait une belle façon de sortir. Donc peut-être que ça pourrait être la solution de facilité dans le cas où c'est l'équipe qui choisit son propre ambassadeur. Je serais pas choqué que Ricky se dévoue et fasse un acte héroïque entre gros guillemets il n'y a pas de prénom jeune qui sort, allez, on va à la boule et j'arrête mon aventure là-dessus. Je pense que ce serait la personne de son équipe la plus apte à faire ça. Il va nous faire une grâce, il va avoir la boule blanche et il va dire ok, j'abandonne. Ah non, pitié, tout m'est pas ça. Autant qu'il prenne la boule noire directement. Oui, non, mais Colin, c'est dingue parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, je me dis, ouais, mais putain, il a grave raison et tout. Enfin, je bois tes paroles, c'est dingue. Et il est déjà pris, hein. Il se marie avec Zakou, c'est mort. Hein. Il est merde, putain, je suis arrivé trop tard. Dommage. Non, je suis totalement d'accord, mais enfin, je suis d'accord et pas d'accord parce que faut pas oublier qu'il a un collier valable jusqu'au Conseil de la réunification. Donc pour moi, tu as un collier qui est valable, qui t'assure de passer les ambassadeurs et le Conseil d'après. Pour moi, tu vas pas aller à la boule noire, quoi. Enfin, clairement, à moins que s'il y va, c'est vraiment un peu le truc, un abandon un peu déguisé. J'ai l'impression peut-être un peu à la Romain de Koh-Lanta Thaïlande. Mais non, pour moi, il va pas aller à la boule, sachant qu'il a un collier. Ça serait totalement, ça serait bête, hein, clairement. S'il le fait, pour moi, c'est qu'il y a d'autres raisons. Mais quand tu as une sécurité comme ça, va pas à la boule, sachant que après, on ne sait pas vraiment les relations qu'ils ont vraiment chez les Rouges parce qu'on voit pas grand-chose. Bon, on le voit pas de ouf ami avec Léa, avec Julie. Donc moi, honnêtement, je pars sur le truc du fait que Léa va pas aller en réunification parce qu'il y a un autre truc. Après, c'est peut-être un détail, hein. Mais vous voyez, il y a deux Léa. Et généralement, quand il y a deux candidats qui portent le même nom, ils vous trouvent un subterfuge un peu à la Lolo ou à la Lo, tout ça. Là, la file, ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont dit, l'une des deux Léa, elles ne passeront pas à la réunification? Et moi, je pense qu'ils se sont dit ça. Et parce que là, du coup, ils s'appellent encore les deux Léa. Et j'ai du mal à les voir les deux à la réunification et que Denis dise, bon, toi, tu vas t'appeler Lélé ou je sais pas quoi. Moi, je pense qu'il y en a la Léa rouge, elle va sortir, va pas faire la réunification juste pour ce détail. Après, c'est qu'un détail, hein, mais moi, j'ai l'impression que ça peut être ça, quoi. Franchement, ça pourrait grave être ça. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la saison 6, il y a deux Nicolas. Et tu as un Nicolas et un Nico. Et les deux ne vont pas à la réunification. Et ils sont vraiment dans des équipes séparées. Donc, en soi, c'est juste que je pense... Il avait appelé Nico et Nicolas dès le début. Ça, c'est dès le début, ça a été fait comme ça, comme avec Lolo ou Laurence. Que là, en fait, les deux, ils les appellent Léa. Donc,
je suis d'accord, quand il y a deux personnes qui ont le même prénom, ils font la séparation. Là, ils l'ont pas fait, donc j'ai l'impression que, ou alors ça veut rien dire du tout, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y en a une qui va sortir. Et pour moi, je vois Léa jaune à leur unification sans problème. Pour moi, c'est la rouge qui va sauter. Pour moi, les deux prochains trucs, là, conseil ou ambassadeur, c'est aller dans l'un des coups, c'est sûr. Non, c'était par rapport aux ambassadeurs tout à l'heure pour savoir qui pourrait potentiellement aller à la boule chez les rouges. Et pour moi, à part Jean qui a l'air un peu droit dans ses bottes, etc., je vois pas grand monde qui pourrait aller à la boule. Jean, c'est le personnage qui a vraiment, qui est peut-être un peu trop pro-mérite, etc. Donc il pourrait se dire non, je me sacrifie, etc. Mais à part lui, je vois personne aller à la boule parce que pour moi, Ricky n'a aucun intérêt, sachant qu'il a son collier. Ou alors il nous fait une grâce ou une Boris ou un truc du genre et il se sacrifie pour l'ambassadeur. Mais j'ai du mal à l'imaginer quand même. Sur les ambassadeurs, déjà, il faut savoir qu'il y a deux configurations possibles pour les ambassadeurs. C'est soit l'équipe adverse choisit, soit son équipe. Si c'est l'équipe adverse qui choisit, donc chez les rouges, je pense qu'ils enverront une fille, donc ils enverront soit Léa, soit Julie. Parce que ils le sentent, hein, qu'elles sont vraiment au bas de l'équipe. Je pense que ça se sent même dans l'équipe adverse qui ne voit pas tout. Donc, et là, la boule noire, c'est jamais. Puis ils vont sacrifier un David, une Mégane peut-être parce qu'elle a un peu mal parlé, ou je sais pas moi. Ou peut-être si c'est Léa, elle sacrifiera Julie, si Julie, elle sacrifiera Léa, j'en sais rien. Donc, déjà. Et si c'est l'équipe rouge qui choisit son ambassadeur, les garçons ne laisseront jamais une fille y aller parce qu'ils n'ont pas confiance. Ça se sent vraiment. Donc, et si un garçon y va, je vois aucun garçon aller à la boule. Même Jean, je pense même pas qu'il y va parce que même s'il veut être droit dans ses bottes et tout, je suis même pas sûr qu'il puisse y aller parce que comment dire. Je pense qu'il mise beaucoup sur cette aventure, donc il va aller le plus loin possible. Il fera pas le con d'aller à la boule pour une Léa qui partage rien avec une Julie qui a l'air. Je sais pas s'ils s'entendent très bien, donc j'en sais rien, mais je pense pas qu'il sacrifiera son aventure pour quelqu'un d'autre. Il y a 3 collègues qui vont sortir. Donc, avec Erosia, qu'on discute un petit peu ça sur Koh-Lanta, c'est la saison, on s'est dit quand est-ce que ce conseil pourrait souvenir. Et on s'est dit que ça serait sûrement le conseil de la Réunif, en fait, le premier, vu qu'il y a déjà plusieurs collègues qui ont cette échéance de la Réunif. Donc, pour moi, ça voudrait dire qu'il y aurait le collier de Ricky. Donc, pour moi, Ricky survivra à la réunification. Voilà. Donc, si c'est trop chaud que tu coupes, c'est pas grave. Mais c'est pour ça, c'est ma théorie. Après, c'est des estimations, c'est pas des spoils. Hein. Ouais, bon, voilà. C'est mes estimations. Donc, ça pour dire que si, pour moi, Ricky va à l'ambassadeur, pour moi, il va à la boule. Ou alors, il réussit à négocier, à sortir un jaune. Mais ça m'étonnerait, je pense. Chez les rouges, qui je vois aller à la boule, c'est pas que je vois que cette personne va y aller, c'est que j'espère qu'il va y aller parce que sinon c'est vraiment un hypocrite, c'est David. J'espère qu'il va y aller parce que sinon il va descendre très vite dans mes flops parce que ça irait totalement en contradiction avec ses propos. C'est ça pour mes fils et tout, pour les valeurs et tout. Donc s'il va à la boule, c'est que nenni de tout cela. Après il fait ce qu'il veut, mais bon ça je n'aimerais pas. Après, dans les autres, c'est vraiment. Je sais pas. Je pense que Meissa irait pas, parce que je pense qu'il a un petit côté joueur qu'il nous cache. Moi, je pense que Meissa irait pas. Après, peut-être parce que j'ai bien Meissa, du coup, je me dis, j'ai peut-être un peu d'illusions sur lui, je sais pas. Mais sinon, les autres, je sais pas, aucune idée. Et chez les jaunes, je pense que c'est pas dans leur intérêt d'aller à la boule. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais. Donc, pour moi, les jaunes feront tout leur possible pour pas y aller. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc c'est une vaste question. Et je voulais juste rebondir, vu qu'Anthony en a parlé, sur pourquoi on n'a pas renommé Léa. Enfin, franchement, c'est vraiment le comble de la stupidité, quoi. Enfin, c'est bien une preuve qu'il y a un problème dans cette saison, quoi. Je sais pas, parce que toujours les candidats qui ont le même prénom ont été séparés par un petit surnom. Même dans la nouvelle édition, ça, je me rappellerai cette scène je me rappelle quand les deux Philippe arrivent. Et qu'on dise tiens, tu vas taper Phil parce que c'est marrant. Donc moi j'ai pas tout compris pourquoi on n'a pas renommé la nouvelle Léa. Enfin, c'est totalement anecdotique, mais c'est un détail qui m'énerve, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà. Je suis d'accord. Moi j'avoue que quand j'ai vu les deux Léa, ils vont pas mettre un surnom ou par exemple prendre le première lettre de leur nom de famille. Parce qu'ils font ça dans Survivor quand il y a deux personnes.
Ils auraient pu faire Léa H et Léa M, enfin, j'en sais rien, tu vois. Non, pas du tout. Donc, c'est vrai que moi, je suis un peu comme vous, ça m'agace. Alors que je suis pas très fan de GG et Lolo hein, en surnom. Mais bon, c'est déjà au moins, c'est identifiable. Là, on est obligé de dire Léa Rouge, Léa Sportive, Léa Jaune. Voilà. Non, mais je comprends tout à fait. Ouais, alors 3 choses. Déjà, je vous trouve dur par rapport au surnom des deux Léa. C'est le pire prénom à surnommer. Comment vous voulez Lélé, c'est horrible. Et en plus, de mémoire, quand il y avait eu le cas de Philippe, c'est Denis qui demande oui, lequel on surnomme. Est-ce qu'on vous donne un petit surnom dans votre quotidien? Et Philippe dit bah moi, on peut m'appeler Phil. S'il a demandé ça aux Léa, bah, à mon avis, elles n'avaient rien à répondre parce que personne ne doit leur donner de surnom. Voilà, bref. Effectivement, ils auraient pu faire le coup des premières lettres des noms de famille, mais c'est vrai que ça s'est jamais fait dans l'émission française. Peut-être qu'ils se disent qu'ils veulent pas que ça fait trop marque de fabrique Survivor et qu'ils veulent pas y toucher. Voilà. Bref, c'était pour la petite blague là-dessus. Le deuxième point pour répondre à Dany, c'est que dans mon hypothèse, c'est que dans le cas où les équipes choisissent leur propre ambassadeur, moi je vois vraiment non, je sais pas, mais dans ce que j'imagine, Ricky versus Pauline, ils vont tous les deux à la boule et c'est du coup Ricky qui tire la boule blanche. Pauline est éliminée, d'où le montage qu'on a vu jusqu'à présent, et donc Ricky est toujours là pour jouer son collier. Je comprends complètement l'argument d'Anthony de si Ricky a un collier, ce serait trop bête de prendre le risque de gâcher ça en allant à la boule. Déjà, on peut jamais savoir, hein, ils en ont gâché d'autres des colliers dans cette saison, donc on serait pas à ça près. Et en plus, je sais pas, ça peut être, il peut y avoir aussi déjà le cas de figure que Ricky peut être tenté d'abandonner en se sacrifiant. Bon, manque de chance, c'est de tirer la boule blanche. Enfin voilà. Et le troisième point que je voulais aborder, c'était par rapport à ce qu'a dit Romain. Moi, mon rêve, au-delà des hypothèses, mon rêve, ce serait que Julie tienne jusqu'aux ambassadeurs, soit choisie comme ambassadrice. J'imagine dans ce cas de figure, ce serait l'équipe jaune qui la choisirait pour représenter l'équipe rouge. Et là, Julie aux ambassadeurs, ce serait magique. Puisque actuellement, c'est ma candidate préférée. Enfin, jusque sur ces 6 premiers épisodes, c'était Sarah, ma candidate préférée. Je l'adorais vraiment. Et je suis écœuré qu'elle se soit faite éliminer. Et du coup, je me rabats sur ma deuxième chouchou qui est Julie, que je trouve beaucoup trop drôle, complètement atypique. Et donc, l'avoir aux ambassadeurs avec sa façon de parler, sa gouaille, ce serait incroyable. Tout, dans tous les sens. Je serais fan. Ouais, c'est vrai que Julie aux ambassadeurs, ça peut être iconique. Bon, désolé pour ta petite Sarah, désolé. Hein. Tout qu'il aimait dès le début en plus, dès le premier épisode. C'était vraiment, mais même avant, en regardant les portraits, c'est celle que j'avais pronostiquée gagnante. Et dans les précédentes saisons, quand je pronostiquais quelqu'un gagnant à partir de son portrait, il s'avérait que je l'aimais pas du tout. Par exemple, sur le feu sacré, j'avais pronostiqué Quentin gagnant. Je l'aimais pas spécialement, mais du coup, j'ai dû le supporter jusqu'à la quasi-finale parce que je l'avais pronostiqué, donc j'étais un peu coincé avec lui. Et là, cette année, je pronostique Sarah, que j'aime trop, je la trouve adorable, donc j'étais à fond pour elle, et là, vraiment, qu'elle se fasse éliminer sans rien faire pour se défendre, en plus en tenant bêtement la main d'Océane. Ce plan où Sarah et Océane se tiennent la main en mode, allez, on finit comme on a commencé ensemble, ça m'a fait tellement de peine et tellement nul qu'elles aient rien fait qu'on n'ait rien vu qu'elles aient pu tenter pour se défendre. Je suis dégoûté. Ce plan, en plus, rappelle le plan de Marie et Gaël dans Vanuatu, même si c'était pas à peu près la même chose, mais bon. En tout cas, voilà. Mais on va reparler des stratégies d'épisode 6 parce que les filles ont été un peu connes, hein, désolé de le dire, mais on va en reparler. Oui, Colin, peut-être que Sarah peut revenir la semaine prochaine, à moments médicaux. Bon, j'y crois pas trop, hein, clairement, mais. Ne crée pas des faux espoirs. C'est pas gentil. Moi, je me rappelle la fois où vraiment j'ai tellement espéré que quelqu'un se blesse pour qu'un candidat revienne. C'était Mathéo dans le feu sacré. Là, vraiment. Oui, moi aussi. Bon, là, on dévie, mais pour moi, c'était impossible qu'il ne revienne pas parce que le pré-générique nous montrait une image de lui qui n'était pas passée. Et en fait, du coup, tout l'épisode, moi, j'attendais. En fait, non, il n'est jamais revenu. Et en fait, du coup, c'est une image qu'ils ont mis dans le pré-générique. Je ne sais pas si c'est laquelle, si vous voyez de laquelle je parle.
c'est celle où il est avec Yannick. Et du coup, moi, je me disais, mais non, on n'a pas vu cette image, donc il va revenir. Mais en fait, il n'est jamais revenu. Et en fait, c'était juste une image qu'ils nous ont, qu'ils n'ont pas mis dans le montage final, quoi. Donc, ça a été une grosse déception. David, moi, je le vois tellement, c'est lui à l'ambassadeur, mais bien évidemment, il va donner quelqu'un, c'est sûr. Ça serait le premier à donner Léa ou Julie. Donc non, lui, bien évidemment, il va pas sortir aux ambassadeurs. Et malheureusement, je pense qu'il va plus faire un Quentin de l'année dernière et on va devoir le supporter jusqu'au bout. Pour moi, je reste encore sur ma possibilité que c'est les candidats de leur même équipe qui choisissent l'ambassadeur. Parce que sinon, si Julie elle va aux ambassadeurs, bien évidemment qu'elle va mettre quelqu'un. Je la vois totalement. Enfin, jamais je la vois se mettre elle-même, clairement. Léa, je ne sais pas parce qu'on voit pas trop. Léa Rouge, on voit pas énormément sur elle, donc je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Mais pour moi, c'est les candidats de chaque équipe qui vont choisir pour leur équipe et on va se retrouver. Après, moi, je ne sais pas si mon pronostic va s'avérer vrai. Mais honnêtement, autre chose me surprendrait, quoi. Moi, je voulais réagir surtout par rapport aux 3 colliers de tout à l'heure. Comme tout le monde a levé la main, ça commence à dater un peu. Mais je me disais que si la théorie des colliers à la réunification s'avère vraie, ce qui est hautement probable en vrai, ce serait un énorme flop parce que ce serait littéralement la production qui force les candidats à jouer leur collier tous à la réunification. Et c'est comme si la production donnait un double vote à tout le monde et disait « Oh là là, record, il y a 20 votes sur un seul conseil, c'est un record ». Non, c'est juste un twist que vous avez inventé, c'est pas un record, c'est pas dans les mêmes conditions que d'habitude et tout. Donc moi je trouverais que ce serait un énorme flop et je serais très énervé que si c'était le cas. Ça va être le cas, hein, je le sais d'avance. Et ouais, les 3 colliers à la réunif, dont la moitié, au moins 2 qui serviront à rien. Enfin franchement, à quoi ça sert de le vanter si c'est un énorme flop, encore une fois. Enfin, la production aime trop survendre des choses dans cette saison qui sont inutiles. Je n'arrive pas à comprendre. Surtout qu'en plus, quand tu parles de record, ça me fait penser à... Erosia revient, hein, c'est le fantôme des débats. Dans sa commentaire, il m'a dit un truc tellement vrai. On est en mode, Maxime, record rapidité sur les petites colonnes, là. Oui, mais il y a 2 étages. Normalement, il y en a 3. Donc, oui, c'est facile de... Ils font varier les étages. Je sais que l'année dernière, entre Esteban et Clément, je crois qu'il y avait que 2 étages. Ah, c'est peut-être pour ça qu'Esteban a gagné. Non, en plus, il est adorable. Moi aussi, je pense que le conseil des 3 colliers, ça sera celui de la réunification. Et ça sera un pétard mouillé. Mais petite question du coup ouverte à vous. Est-ce que vous préférez pas plutôt ça que par exemple que ce conseil des 3 colliers, ça soit par exemple, je sais pas, au binôme. Et imaginons c'est des binômes. Je pense que cette année, ça sera plus des binômes à dire, enfin 5 binômes. Si par exemple c'est ça fait 3 binômes immunisés plus le binôme qui a l'immunité, ça veut dire que en fait le binôme, ça se trouve le binôme il aura aucune voix. Et Denis va dire bisous, vous avez pas de voix mais tout le monde est immunisé donc ça vaut de partir. Donc je sais pas ce que vous préfériez. Moi j'avoue que je sais pas quoi en penser de si cette théorie des binômes ou cette théorie tout simplement de finale à 4 où 3 personnes sur un collier, enfin finale à 5, 3 personnes sur un collier, la personne à la totem, du coup c'est la personne à la fin qui se retrouve sans rien et qui doit sortir. Alors c'est vrai que c'est jamais arrivé dans Koh-Lanta une sortie à 0 voix. Désolé de reparler de l'émission américaine, mais dans Survivor c'est arrivé. Je crois qu'une seule fois, mais c'est arrivé. En plus il y a un candidat que j'adorais, donc j'étais très colère. Mais je dis pas non, mais j'étais très colère quand même. Donc oui, mais c'est jamais arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Vous en pensez quoi? Vous préférez que ce soit au conseil de la réunification au moment où on se débarrasse ou un conseil où effectivement binôme ou top 5, il y a quelqu'un qui vire avec 0 voix? Moi, je préfère que quelqu'un vire avec 0 voix. Au moins, les colliers, ils serviront à quelque chose. Ce sera peut-être pas, avec le recul, on se dira peut-être, c'est dommage, ça a gâché un conseil, etc. Mais sur le moment, on ressentira quelque chose, il y aura de l'émotion. Ce sera une première dans Koh-Lanta, effectivement. Non, sur le moment, ce sera chouette. Que ce soit les binômes ou que ce soit le F5, ça pourrait être cool. Alors que vraiment les 3 conseils qui sortent en mode il faut les jouer, tous nos colliers sont périmés, c'est le moment de les sortir.
pitié, tout met pas ça. On a eu que des colliers qui ont floppé jusqu'à présent, donc si on en a encore 3 qui sont sortis par obligation de la prod, c'est ridicule. Moi, je suis d'accord avec Colin. Je préfère une élimination à 0 voix, car au moins, ce sera pas biaisé par la production, qui aura imposé des limites qui ont jamais de sens sur les colliers. Je suis un matheux, donc je déteste les biais et donc voilà, je préfère une élimination à 0 voix. Au moins, ça voudra dire que tous les candidats qui ont joué leur collier ont bien joué, au lieu de gaspiller les colliers dans le vent parce qu'ils n'avaient pas le choix. Personnellement, je vais aller à l'encontre de ce qui a été dit. Je préfère largement avoir 3 colliers à la réunification car quelqu'un qui sort avec 0 voix. Pour moi, tu sors avec 0 voix, tu n'as pas à sortir. C'est pas normal. Tu n'es pas invité, tu ne sors pas. Et en plus, moi, un truc que j'ai toujours détesté en Koh-Lanta, c'est les conseils finaux où ils sont à 5. Sur les 5, tu as un immunisé, 2 colliers. En mode, super, t'as pas de choix. Genre, le combat des héros, c'était le pire pour moi parce que t'avais Ravia immunisé, Jérémy qui a un collier, Clémence qui a un collier. J'étais en mode, ok, Nathalie ou Pascal jamais il sort. Nathalie, c'est sûr. Allez. T'es deck pour Nathalie. Clémence avait un collier, elle avait celui de Cassandre, que lui avais donné. Ah, ok, je m'en souvenais pas, ça marche. Et moi, en plus, vu que j'aimais pas Clémence, que j'aimais pas trop Ravière, bon, Jérémy, je l'adorais, donc c'est pas de souci. C'est mon choix. Voilà, je préférais Pascal que Ravière. C'était mon truc. Et donc, j'étais en mode, ouais, donc il y en a 2 que j'aime pas trop, parce que Ravière, il est normal, hein, c'est pas que je le déteste, c'est que je le trouve neutre. Voilà, c'est pas neutre, voilà. Il est rigolo, mais des fois, il m'énervait un peu, donc ça allait. Bref. Et donc là, il y avait juste, Nathalie, en fait, il y avait 2 candidats que j'aimais pas trop qui étaient forcément sauvés. Donc, j'étais en mode, donc il y en a 2 que j'aime bien en plus, j'aimais bien Nathalie, j'aimais bien Pascal, il y en a 2 qui sont en balotage, je savais que Nathalie allait sauter, donc bon, c'est pas très grave. Mais franchement, je déteste quand t'as peu de choix dans les votes, en fait, j'ai horreur de ça. Et du coup, là, me dire, du coup, je sors, le binôme sort alors qu'il a aucune voix. C'est pas normal pour moi. Genre, 0, c'est pas supérieur à 1, ça ne marche pas. Normalement, il faut minimum 1 vote pour sortir, 0 est inférieur à 1, tu sors pas. Voilà, c'est tout. Pour revenir en plus au combat, franchement, si Nathalie était dans le carré, mais la storyline qu'elle a eue dans cette saison, mais ça aurait été insane. Déjà, c'était vraiment pas mal. Parce que quand même, elle était, elle a eu la chance, comme dirait Erosia, qu'elle a eu la chance que son équipe gagne toutes les immunités, parce que sinon, elle aurait viré en 3 secondes. Mais franchement, la meuf arrive à la réunification, c'était la cible numéro 1. Et tac, tranquille, elle va jusqu'au bout. Bon, ben voilà. Non, ça aurait été très rigolo. Après, vous dites qu'elle a eu de la chance, mais elle a participé aux victoires quand même. Elle a tiré la boule noire des fois, mais pas tout le temps. Elle a quand même participé. Oui, mais c'est quand même, s'il y avait eu conseil, c'était elle qui sautait, quoi. Bien sûr. Social désastreux, mine de rien. Un petit peu. Après, le social, c'est surcoté. Ah si, quand même, un peu. Alors, je fais partie des gens qui trouvent que le social, c'est le truc le moins important à Koh-Lanta, même si c'est le truc qui t'emmène le plus loin. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, quelqu'un qui gagne juste parce qu'il a été sympa, moi, ça m'énerve. Ouais, mais c'est une aventure humaine aussi. C'est important de faire attention aux autres. Ouais, c'est pour ça que j'aimais bien, moi, les épreuves de quiz. On l'a eu que 2 saisons. Et je trouvais, alors, que ce soit une épreuve éliminatoire quand on n'est plus que 4, je suis moins fan. J'avoue que mon pauvre petit Romain, ça m'a un peu fendu mon cœur. Mais je trouve que c'est pas mal quand même comme. Ou alors, dans Survivor, désolé encore, ils avaient fait une espèce de questionnaire où c'était pour vous, quel est le candidat le plus courageux ou le candidat le plus actif sur le camp. Et en fait, selon ce que les gens, celui qui avait le plus de votes, il avait un avantage ou il avançait plus loin dans l'épreuve, je ne me rappelle plus. Mais du coup, c'était trop marrant parce que des fois, il y avait des gens qui s'étaient en mode « Ah ouais, tu penses ça de moi ?» Et du coup, ça refoutait le bordel dans le camp, c'était trop marrant. J'adore ce genre d'épreuve à Survivor. Quand ça arrive, à chaque fois, je me frotte les mains. Mais oui, ça va être le bordel. Déjà, l'épreuve en elle-même est cool parce que voilà, c'est un quiz de personnalité où tu dois estimer ce que les autres pensent de toi et tout, c'est chouette. Et ce que les autres pensent de chacun. Mais en plus, effectivement, ça crée des dramas après où il y en a qui sont cités à chaque fois. Qui a été considéré comme la plus relou? Qui est considéré comme la plus bavarde? Qui est considéré comme la plus sale? Je sais pas, des fois, ils sortent des horreurs. Et c'est toujours la même personne qui sort. Ça crée du drame. C'est terrible, mais ça me fait beaucoup rire. Et ce que j'adore, c'est aussi qui c'est qui pour vous est le plus vulnérable pour le conseil. Et donc, en fait, c'est un mini-conseil, quoi. Et que la meuf, elle fait « Quoi? C'est moi ?» Donc là, ça part en couille. C'est trop marrant. Moi, j'adore. Trop drôle. J'adore.
Ah, ce serait typiquement le genre d'épreuve que j'aimerais pas, moi. Mais en fait, t'es un peu seul contre tous, Romain. Oui, en fait, c'est les épreuves qui créent du drama. J'aime pas les dramas. C'est les épreuves où en fait tu gagnes en étant toi-même. Bah non, c'est pas le but. Le but de Koh-Lanta, c'est un jeu. Donc dans Koh-Lanta, faut manipuler, faut mentir un peu. Tu vas pas être toi-même. C'est pas. Ouais, faut en parler à Philippe du Vietnam, ne pas être soi-même. Oui, d'accord, là aussi. Mais par exemple, moi je sais que un truc qui m'avait une candidate qui m'avait gonflé, c'était Wendy, quoi. Wendy qui gagne parce qu'elle est sympa. Ok, super. Bon, après, parce qu'elle lui a donné la victoire, hein, on est clairement. d'accord. Elle nous a fait Laurent André qui Mestre. gagne, ouais, c'est ça. Et André, quand il a gagné, j'étais en mode, mais il a fait quoi, André? En gros, il a juste été sympa avec tout le monde. C'est pas intéressant comme gagnant. Et il s'est fait éliminer. En plus. Et je Oui, suis en mais plein dedans. c'était moi. au binôme. Je suis en plein dedans. Attends. moi. Là, franchement, faudrait qu'on en parle un jour de Koh-Lanta Fidji, mais là, c'est quelque chose parce que je suis dedans. Moi, je l'ai pas regardé en live cette saison. Donc, mais franchement, j'ai l'impression de regarder un peu cette saison-là dans le casting parce que j'ai l'impression que 15 sur 20 candidats, bah, ils provoquent rien, quoi. Je vais vous donner des noms de Koh-Lanta Fidji, mais limite, vous n'allez pas vous en souvenir. Caroline, qui s'en souvient de Caroline? Delphine, qui s'en souvient? Personne. Même la plus grosse stratège de Koh-Lanta Fidji, Mel. Mais personne se souvient. Martha, personne s'en souvient. Et c'est pas triste. d'accord. Ouais, je suis pas d'accord non plus. Fidji, c'est pas une mauvaise saison en soi. Enfin, moi là, je suis dedans et honnêtement, c'est pas une mauvaise saison. Mais la plupart du casting, bah, personne s'en souvient, quoi. Et c'est peut-être pour ça que là, il y a déjà eu 2 All-Stars. Et à part Tiffany, personne n'a été rappelé, quoi. Donc d'abord la question de Anthony. Est-ce que je préfère le collier à l'ambassadeur ou plus tard? Vaste question. Si c'est pour avoir un épisode, comme l'a dit Romain, un avant-dernier épisode, enfin du coup avant l'orientation comme on a eu au combat des héros, c'est non, parce qu'il n'y a aucun suspense du coup. Si c'est pour l'avoir dans un épisode qui est généralement un peu en dessous, généralement l'avant-avant d'un épisode qui est souvent un petit peu en dessous dans les saisons, ça nous permettrait d'avoir un peu de mouvement dans cet épisode. Et d'avoir un truc inédit aussi, comme l'a dit Colin par exemple, on pourrait avoir un truc inédit, ça serait pas mal, que plutôt de l'avoir aux ambassadeurs qui normalement, un bon épisode des ambassadeurs n'a besoin que de lui-même pour se tenir. Donc dans l'absolu, je préférais après, mais pas à l'avant-dernier épisode, parce que ça gâcherait tout le suspense. Ensuite, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, Clément, quand Maxime, c'est le record qu'il a eu sur son épreuve. Oui. Certes, alors, déjà ce que je constate, c'est que j'ai l'impression que quand ils font 2 étages, c'est pour les duels pour aller vite, comme ça on passe, c'est fait. Que quand c'est 3 étages, comme par exemple quand Vincent avait gagné en Cambodge, là c'est plus pour une vraie épreuve comme ça. Pour souligner la performance de Maxime tout de même, qui allait vraiment vite, je voudrais souligner sur la méthode qu'il a eue de mettre le cercle intermédiaire au-dessus et céder. Je trouve que c'était vraiment une très bonne technique et rien que pour ça, je trouve qu'il mérite un record, effectivement. En fait, c'est un candidat. En fait, ce que j'aime bien avec Maxime, c'est que c'est un candidat qui utilise son cerveau, qui comprend ce qu'est Koh-Lanta, je trouve. Complètement. Et Dieu que ça fait plaisir, en fait. Très honnêtement. Hein. Après, c'est facile à dire sur notre canapé de dire ouais, ils réfléchissent pas. Ça se trouve, moi, je serais encore plus détruit qu'eux, mais. Voilà. Mais moi, je serais un déchet, je pense, sur les épreuves. Je serais en panique, je serais en détresse, j'aurais trop de pression, je ferais n'importe quoi. Avec tout le monde qui te regarde faire ta petite colonne, moi, je suis en panique. Moi, j'imagine Romuald de la saison 4 avec le bambou, les autres qui sont comme ça. Ça, on en avait parlé avec Catherine. Hein. Elle était vraiment tu m'étonnes. Donc voilà, je voulais souligner cette performance de Maxime. Je le dis ici, c'est ouvert au débat. S'il n'y avait pas eu de magouille sur si Romain et Mélanie avaient pu faire leur jeu normalement, si les jaunes, si Tiffany n'était pas sur le paradis perdu sans aucune raison valable, si le jeu s'était déroulé naturellement, Koh-Lanta Fidji serait top 5 de toutes les saisons. Je le dis très honnêtement. Pourquoi maintenant, j'explique pourquoi, si vous voulez. On pourrait sur le débat de Koh-Lanta Fidji si on a fini sur... on peut y revenir après si vous avez encore des trucs à dire. Non, je t'ai dit que c'était le débat de n'importe quoi, je vais le dire dans le titre. Hein. Je commence sur Fidji, alors, pour dire pourquoi je trouve que Fidji, ça aurait
pu et ça aurait dû être une des meilleures saisons de Koh-Lanta. Déjà, le twist, le paradis perdu, sur le concept, sur l'idée, c'est la meilleure idée qu'ils aient eue, dans l'idée que on a deux équipes qui dans Koh-Lanta ne se voient quasiment pas souvent, à part sur les épreuves. Le paradis perdu, ça permet d'avoir un choix stratégique sur qui amener sur le paradis perdu et de réfléchir aux relations qu'il pourrait avoir entre ces deux candidats et justement entre ces deux candidats de faire des alliances. Et c'est ça, on l'a vu entre Team et Mélanie, cette alliance qu'il y avait eu, qui aurait pu avoir lieu si Team n'était pas éliminé. Pourquoi avoir fait cette épreuve éliminatoire totalement injuste? Le paradis perdu a permis de faire quelque chose d'intéressant qu'on n'aurait pas pu avoir sans. Et je trouve que c'est une bonne idée, d'autant que les items, les objets qui étaient sur le paradis perdu, vu qu'ils se jouaient à deux, n'étaient pas aussi cheatés que des armes secrètes ou n'étaient pas forcés d'être trouvés a priori selon le jeu comme on a eu avec le bracelet noir. Donc je trouve que le paradis perdu, ça offrait du naturel au jeu qu'on a perdu dans certaines saisons récentes. Ensuite, pour dire, le casting de Fidji est vraiment bien, je trouve. On a vraiment du varié. Bon, ça, c'est un peu le cas dans toutes les saisons, mais plus précisément dans cette saison, il y a des candidats qui jouent. Mélanie, Mel, même si on l'aime pas, elle a joué à son jeu. Ce qui a fait qu'on a eu dès la pré-réunif des belles éliminations. Mel, en l'occurrence. La première de Marvin qui était intéressante. On a même eu du suspense dans certaines. Enfin, j'ai bien aimé. Et Manu égalité avec Marvin aussi. Manu. J'hésitais à le dire parce que tout le monde s'en fout de Manu. Moi, j'adore Manu, mais voilà. Sa saucisse crue. Voilà, si Manu passe par ici, je vous aime beaucoup. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment un beau potentiel dans cette saison. On a des candidats marquants, mais faites revenir Team. Tu dis qu'on n'a pas eu de candidats qui ont fait de retour, mais franchement, est-ce que Team ne mérite pas un retour? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'on a eu d'autre? Est-ce que, franchement, même la Romain, Mélanie, la Suissesse, Romain peut largement revenir. Maxime, le petit rouquin trop choupi, il peut revenir. Maxime. Magali, je suis désolé qu'on la déteste, mais Magali, elle peut largement revenir aussi. Magali, même des Sébastien, même Fabien mérite de revenir, je trouve. Tu vois, par exemple, on a l'élimination de Fabien, l'élimination de Sébastien, des très bonnes éliminations en fait. Je trouve que dans cette saison, on a vraiment jusqu'à la jonction avec l'élimination de Romain, on va dire, on a vraiment de très bonnes éliminations, je trouve. Hein, franchement, voilà. Qu'est-ce que je peux dire en autre pour glorifier cette saison de Fidji qui a malheureusement tourné en disgrâce? Je peux prendre la relève si tu veux. J'ai d'autres dernier argument, Marguerite qui offre un parcours très surprenant, qui finalement et qui du coup elle aussi souffre de la bérésina organisée par la production. Voilà. Je laisse la parole à celui qui la veut. Alors, je veux juste mea culpa entre guillemets. Je déteste pas Fidji. Hein. Moi, j'aime bien cette saison. Pour moi, c'est une bonne saison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour plusieurs raisons, par exemple, moi j'ai bien aimé l'idée du paradis perdu, que ça soit un rouge et un jaune qui aillent ensemble, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le fait que ils annoncent dès le premier jour, donc ils disent dans 10 jours, vos équipes elles changent. On sait très bien dans Koh-Lanta, il y a tout le temps des remaniements d'équipes. Là, j'ai bien aimé qu'ils l'annoncent. Du coup, ça permettait aux équipes de se dire, tiens, il faut tenir jusqu'à cette période, il y aura un remaniement. Ça, pour moi, c'était une très bonne idée. Moi, juste que je n'ai pas spécialement aimé. Après aussi, peut-être que c'est le fait que moi, cette saison, je ne l'ai pas vécu en live. Donc peut-être que ça joue beaucoup. Mais je trouve que le casting, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, la plupart, ils ne sont pas beaucoup mémorables, quoi. Et je me dis, il y a 2 quand même All-Star qu'il y a eu juste après. Et il y a que Tiffany qui est revenue. Alors, il y en a certains qui pourraient revenir, je suis d'accord, Magali pourrait revenir, Romain, Mélanie... mais la plupart, ils sont vachement oubliables, quoi. Pour nous, évidemment, ils sont pas oubliables parce que nous, on est des fans acharnés de Koh-Lanta. Mais pour un public lambda, tu fais revenir, je sais pas, dans un All-Star dans 2 ans, tu fais revenir même Marvin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, quoi, parce que soit ils n'ont pas été assez marquants et pas vraiment parce que Marvin, il a quand même été présent dans sa saison. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été qui mériteraient pas forcément un retour, alors que dans leur saison, ils ont été très bien. Je pense à Sébastien. Moi, il y a des jours où je pourrais oublier que Sébastien, il a fait Koh-Lanta parce que il était là, il a été fort, il a gagné une épreuve, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à en dire de lui, quoi.
Marguerite, moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est l'une de mes doyennes préférées. Mais il n'y a pas. Enfin, voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle était là. Elle était cool. Je sais qu'une autre candidate qui n'est pas trop aimée, que moi j'aime beaucoup, c'est Sandrine. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Bah, moi, je trouve que c'est une candidate. Enfin, honnêtement, il y a plein de bons candidats, mais il y en a certains, ils sont vachement en retrait que tu le souviens pas, quoi. Mais voilà, vraiment, mais elle coupe pas. Fidji, c'est pas une mauvaise saison. J'aime beaucoup cette saison. On sait très bien ce qu'il y a eu à la fin avec les magouilles. Enfin, je pense qu'il y a eu des magouilles et tout. Mais sinon, c'est une bonne saison. Juste, je trouve que le casting, il est vachement oubliable, quoi. Est-ce que vous serez capable directement, là, en 10 secondes, de me citer tout le casting? Enfin, il y a des saisons où on peut le faire directement, mais il y a des. Je pense que moi, Fidji, j'aurais un peu plus de mal à citer en 10 secondes tout le casting, quoi. Voilà. Si qui aurait cru que cette saison attiserait autant les débats? Mais moi, je suis d'accord avec Dany que c'est une des saisons que je trouve les plus injustement sous-cotées. Parce qu'effectivement, c'est quand même une saison qui commence avec un jeune versus vieux. Et généralement, les jeunes versus vieux, l'équipe des jeunes est très attachante, l'équipe des vieux est souvent soit détestable, voire oubliable. Et là, je trouve qu'on a beaucoup de candidats intéressants dans l'équipe des plus âgés, que ce soit Romain, que ce soit Fabien, que ce soit Mélanie, même Sandrine, qu'on peut ne pas aimer, mais elle était quand même cool, Marguerite, on a parlé de Manu, etc. Donc ça en fait quand même beaucoup à citer. C'est vrai que je pourrais peut-être pas citer comme ça là, les 20 candidats. Je ne sais même pas s'ils étaient 20, mais je n'arriverai pas à citer tout le casting. Mais je pense qu'il n'y a pas énormément de saisons où j'arriverai à citer l'intégralité des candidats. Par exemple, tu nous as demandé, Anthony, si on se souvenait de Delphine. C'est pour ça, à un moment, vous avez dû voir une lumière bizarre s'afficher. Je suis allé vérifier sur mon PC. Delphine, c'est la première éliminée de la tribu des vieux. Bon, oui, je l'avais oublié, j'avoue. Mais sinon, je trouve que le casting est globalement très, très sympa dans Fidji. C'est clair que le problème principal, c'est la magouille. Avec les colliers donnés à droite à gauche, le retour de André qui est quand même discutable. Clairement, il y a eu des trucs louches dans cette saison. Ce qui en fait que du coup, ça tombe dans la mauvaise moitié des saisons de Koh-Lanta, alors qu'elle aurait pu être dans la moitié supérieure. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Dany que c'est très très cool le fait d'avoir créé le paradis perdu, où un membre de chaque équipe vont en binôme chercher des colliers, des armes stratégiques. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Je vais parler de Survivor un petit peu aussi dans la saison 18 de Survivor, qui est une saison que dans l'ensemble j'aime pas trop, mais cet aspect-là spécifiquement de la saison, je trouve très intéressant, le fait qu'il y ait, du coup c'est une île de l'exil, mais où un membre de chaque équipe est envoyé. Et pareil, ils peuvent trouver des colliers. Et ça a permis de créer une alliance de 2 candidats de l'équipe rouge face à des candidats de l'équipe noire. Enfin, pardon, c'est pas clair. Une alliance de 4 avec 2 candidats de l'équipe rouge et 2 candidats de l'équipe noire. Et ça, c'était hyper prometteur. Et ce qui fait que j'aime pas la saison, c'est notamment que cette alliance, au final, n'a mené à rien. Comment dire, le soufflet est retombé en plein vol. Ouais, c'est ça. Et au final, l'alliance a donné rien alors qu'elle aurait pu être très intéressante. Voilà, donc pour ça, ouais, je suis d'accord que Fidji avait un gros potentiel. Ouais, je finis un dernier truc sur la chasse à l'immunité, c'est en parlant, j'ai réfléchi à cette saison, à qu'est-ce qu'elle représente pour moi, comment je la définirais. Et en fait, en fin de compte, quand je regarde cette saison, quand je réfléchis à ce début d'aventure, en fait, j'ai l'impression de regarder une saison de Koh-Lanta au beau milieu des années 2000, avec le bon montage en moins, si j'ose dire, parce que je m'explique. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans Koh-Lanta, les premières saisons, on avait des saisons qui, étaient prévisibles, mais elles se regardaient bien. Il y avait un montage dynamique, quand même, il faut le reconnaître. Des épisodes qui étaient aussi plus courts, ça justifiait le dynamisme. On avait, je sais pas comment l'expliquer, une identité qui faisait qu'on, même s'il n'y avait pas de surprise, on aimait bien regarder ces épisodes, on aimait bien voir comment ça se construisait. Et au final, on comprenait quand même ce qui se passait, pourquoi on en arrivait à cela. Et on avait quand même des épisodes assez sympas malgré tout. Parce qu'on avait un montage qui allait dans le sens qui nous faisait aimer ces épisodes qu'on regardait. Je prends un exemple pour parler du Trek tout à l'heure.
moi, je trouve que c'est un mauvais trek parce que on n'a pas ressenti la difficulté du trek. Alors que quand on regarde moi, j'ai en tête celui de la saison 7 parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. On a vraiment, dans cette saison, des grands plans où on voit vraiment la montée qu'ils prennent, les chemins qui sont vraiment périlleux et tout. Il y a aussi une émission qui sait prendre le temps de montrer les choses quand il faut le montrer. Aller à cette époque, qu'on n'a pas eu cette année. Enfin, là, quand on regarde le trailer de cette année, on est vraiment, hop, on prend un petit chemin, hop, on est arrivé, en faisant très grossièrement. Mais c'est l'idée, je trouve. Alors qu'avant, on a vraiment cette idée, on a un grand chemin à prendre, une étape, oh, on continue. Et on montre bien que c'est difficile et tout à suivre. Et voilà, on a des plans de montage. Je ne m'y connais pas trop en vidéo, en montage cinématique, mais je trouve que ça se voit quand même, la différence de montage qu'on a entre des plans à l'époque qui étaient spectaculaires, je trouve vraiment, où on avait vraiment une vue, je dirais pas de film d'aventure en fait, on plongeait dans de documentaire un peu, je trouve aussi, qu'on avait à l'époque. On voyait les gens voyager sur les petits chemins périlleux avec on avait aussi des plans de pirogue et tout. Enfin, voilà, on a ce montage en moins aujourd'hui dans cette saison, avec en plus le manque de suspense des premières saisons et sans, je dirais, la touche, peut-être que c'est nostalgique comme moi qui parle, mais peut-être sans la touche qui faisait je sais pas, comment dirais-je, qui faisait le charme de l'émission. Voilà, c'est vraiment une phrase bateau, mais voilà, je sais pas comment le dire mieux. J'ai pensé fortement à toi pour le trek, parce que en plus je me suis dit ah merde c'est con, il sera pas au débat de l'épisode du trek et tout. Et en fait quand j'ai vu l'épisode je fais non mais vaut mieux pas en fait parce qu'il va être en dépression, il va être au bout de sa vie. Alors moi pour être très transparent avec vous, le trek ça m'a jamais trop passionné. C'est vrai que j'avais complètement oublié quand c'était. Je crois que même dans une vidéo, je dis ah ça n'a pas été fait depuis Palao parce que je me rappelais de Kauter qui faisait que râler. Et en fait non, on m'a dit non c'est Malaisie. D'ailleurs et Rosia encore m'a dit mais non c'est Malaisie avec Camille qui faisait que chialer. D'accord. Et donc voilà. Et c'est vrai que j'aimais bien en fait le côté épreuve pendant le trek. Voilà, comme dans la saison 5 avec Kumba qui dit qu'il n'y a pas de coquillage chez ses démenteurs. Ou quand il y a un enjeu avec Mika qui fait tomber le feu à Vanuatu, mais c'est pas un truc qui me passionne. Je sais que ça va être sympa, mais c'est pas un truc que j'attends avec impatience. J'avoue que s'ils avaient enlevé les binômes, par contre, moi, ça m'aurait fait un peu chier parce que j'aime bien les binômes. Mais le trek, c'est un peu. Mais par contre, vu comment ils nous l'ont hypé total avec le teaser, épreuve de nuit, nanana. Je me suis dit, bon, par contre, ça peut être un truc de grosse qualité avec les moyens qu'ils ont maintenant aujourd'hui, ça peut être fou. Donc, clairement, non seulement, c'était, on va pas le redire 1000 fois, mais c'était une vaste blague. Et en plus, comme tu disais, Dan, on n'a rien ressenti de ce que les candidats vivaient. On n'a même pas voyagé un petit peu. Même si, bon, on n'est pas là pour voyager, mais quand même, on a de beaux plans souvent, etc. Là, on se dit, ça va être super dans la jungle et tout, machin. Stop au plan sur la plage, ça va être cool. On n'a rien vécu. Donc, même moi qui n'étais pas surhypé par l'idée du trek, j'étais quand même un peu déçu. Comme dirait Dewey dans Malcolm, j'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est vraiment cette idée que. En fait, c'est vraiment quand j'ai vu ce trek et quand j'y repense, c'est que vraiment je me dis, j'ai l'impression de voir une ancienne saison de Koh-Lanta avec la naïveté de l'époque sur l'émission quand je regarde les candidats. Quand j'entends des phrases comme du type de David qui dit, quand Denis leur annonce qu'on va faire un trek avec une épreuve de nuit, qui dit « Oh mais c'est inédit ça !» Je suis pas sûr que c'est David, mais je crois que c'est lui qui dit ça en tout cas. C'est David. Mais voilà. Et quand j'ai entendu ça, mais on est en quelle année en fait s'il vous plaît, on est en 2024, on n'est pas en 2002. Donc quand j'entends des phrases comme ça, je me dis mais en fait c'est des gens qui, je trouve qu'on est hors de propos par rapport à l'année où on est dans Koh-Lanta quoi. On est censé avoir des. En fait, quand j'entends dans tes interviews les anciens candidats qui disent maintenant les candidats ils connaissent à fond l'émission, mais en fait je suis pas d'accord franchement parce que. Quand tu vois cette saison, honnêtement, mais franchement, qui connaissait vraiment l'émission? Il y a Sarah, je pense qu'elle connaissait l'émission. Steve, je pense qu'il connaissait l'émission. Les autres, je sais pas, honnêtement. Je suis vite fait comme ça dans le tas, il y en a sûrement d'autres. Mais quand je réfléchis, je me demande, est-ce que les autres candidats connaissaient vraiment l'émission, tu vois? Et ça, je me pose la question, vraiment.
Et c'est des phrases comme celle de David qui me font vraiment, qui m'ont vraiment tilté, quoi, tu vois, ou comme Pauline trouve un collier et qu'elle dit ah, je me sens un peu stratège après avoir trouvé ce collier, mais non, tu n'es pas stratège, ma pauvre, désolé. Voilà, c'est ça que je voulais Mais Max le disait dans un débat que par rapport aux interviews que je fais, il dit mais 90% des gens qui interviewent, en fait, ils sont inscrits sans vraiment connaître l'émission. Bon, par contre, vous allez être content, là, j'ai interviewé un candidat à 17h, là, tout à l'heure, juste avant vous. Et il connaissait tout. Il cite Grégoire, il cite GG, il cite. Alors que c'est un candidat très récent. Donc c'était assez rigolo. Et donc, oui, effectivement, il y a plein de gens. Même Elena, c'est Alexandre du Feu Sacré qui me l'avait dit. Elena n'avait jamais regardé l'émission. Et c'est pour ça qu'elle a pris l'émission comme les Jeux Olympiques, on va devait tout casser. Alors que, bah non. non, madame, il n'y a pas que les épreuves, quoi. Et je ne suis pas intervenu depuis longtemps parce que vous avez parlé de Fidji et je n'ai pas fini Fidji. Donc voilà, je n'ai pas pu intervenir à ce moment-là. Et je voulais parler du Trek et du coup, après, des candidats qui ne connaissent pas l'émission, etc. Le Trek, pour moi, c'est pas non plus quelque chose qui me passionne en tant que tel, mais c'est souvent signe de moments un peu sympas. Le Trek, c'est pas intéressant en lui-même, mais c'est les moments qui dégagent qui vont être ultra sympas. Je pense à Mika qui fait tomber le feu dans Vanuatu, l'engueulade Isabelle, Alexandre, pendant qu'ils essayent de monter la tente à Palau, les combats dans la grotte dans le Pacifique, c'est des moments comme ça où ça permet de renforcer certains caractères de certains candidats qui vont se révéler à ce moment-là. Par exemple, Véronique dans Palawan, elle n'avait pas eu le temps de briller, et là elle fait le trek, et c'est son domaine, à fond la randonnée, comme elle dit. Et donc du coup, elle a pu montrer qu'elle était capable de faire quelque chose. Et pour moi, c'est ça qui est cool dans le trek, c'est que ça renforce certains trucs, ça développe certaines relations sociales avec des candidats qui, dans la difficulté, se mettent à se détester ou à plus s'apprécier, etc. Et là, on n'a pas eu ça, vu qu'on n'a pas eu du tout le voyage. Et voilà, je trouve ça dommage. En plus, on voyait du paysage. Des fois, ils passaient dans des mangroves, ils allaient sur l'eau, ils devaient porter leur sac parce que l'eau, elle leur montait jusqu'au cou, etc. Enfin, c'est dommage. Là, on a juste vu 2-3 plantes, Amri tomber par terre à cause d'un caillou, et voilà, on a rien vu de fantastique. Et j'ai vraiment l'impression que le trek a duré 30 minutes, quoi. Et sinon, je voulais parler aussi des candidats qui connaissent pas trop l'émission, et je suis assez d'accord. Quand je voyais les interviews et qui disaient les candidats ils sont mieux préparés, ils connaissent l'émission par cœur, etc. C'est pas du tout vrai. Les candidats de maintenant sont pas du tout fans, et c'est justement ce qui est dommage. Avoir beaucoup plus de candidats qui connaissent très bien l'émission et qui font des références face à la caméra de l'émission, ça pourrait être hyper sympa. J'ai vu Vietnam récemment, et moi j'ai souvenir de Philippe, qui lui est un grand fan de l'émission, qui avait regardé toutes les saisons pour se préparer, etc. Et lui, il faisait des références, mais en permanence. Il disait je vais essayer de devenir le nouveau Grégoire, machin. Je vais essayer de faire un radeau qui est meilleur que celui de Freddy. Là, j'ai fait le feu comme Grégoire cette année-là. Là, il faisait plein de références aux années précédentes, et je trouvais ça cool. Et c'est rare qu'on cite d'autres candidats, d'autres saisons au sein d'une même saison. Et je sais pas si c'est parce que la prod veut pas que ça arrive dans les facecam, ou si c'est parce que justement personne n'a regardé d'anciennes saisons. Et pour citer d'autres candidats qui, je pense, cette année ont beaucoup regardé l'émission, je pense que Maxime a pas mal regardé aussi. Le radeau, je pense pas qu'il l'ait inventé sur place non plus, il y avait déjà peut-être un peu réfléchi. Et je pense que vu comment il analyse ses épreuves sur Instagram après l'émission pour dire on aurait pu faire mieux ça, on aurait pu mieux faire ça, ça j'avais déjà mon idée, etc. C'est très intéressant d'ailleurs ce qu'il fait sur Instagram. À chaque épreuve, il récapitule ce qu'il aurait pu mieux faire, quelle était la stratégie de son équipe, etc. Je pense que vraiment, il connaît à peu près les épreuves de Koh-Lanta, qu'il a regardé au moins 1 ou 2 saisons avant pour se préparer. Ah, je savais pas sur le truc sur Instagram, faudrait que je regarde. Là, je vais revenir sur le point là de Zakou, sur ce qu'il a dit, par rapport au fait que d'anciens candidats ne sont pas mentionnés par de nouveaux candidats. Moi, après, c'est que mon avis à moi, hein, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'ai l'impression, pour moi, que c'est plus la prod qui ne le met pas au montage, parce que pour moi, c'est sûr que des candidats entre eux doivent dire pour ceux qui connaissent l'émission, un tel, il y a eu cette épreuve gagnée par un tel, tout ça. Pour moi, ça serait la prod qui ne le mettrait pas au montage, parce que même eux, en voix off ou dans des trucs comme ça, ils ne parlent pas des éditions précédentes.
à part les All-Stars où ils disent bah tiens, il y a eu ça dans telle saison, les bananes, Jade qui a remporté 2 fois les poteaux, des choses comme ça. Mais sinon, dans les saisons anonymes, on ne mentionne pas d'autres saisons. Que ce soit des All-Stars ou d'autres saisons anonymes, on ne mentionne jamais les autres saisons. Ça me dérange, sans me déranger, parce que c'est vrai que des fois c'est cool d'entendre dire ah oui, la saison dernière ils ont fait la technique de la casserole dans le sable et tout, c'est bien, mais aussi si t'entends 2 heures d'émission, ah bah telle personne ils ont fait ça, moi je veux battre le record de, c'est sympa, ça peut être sympa, mais aussi ça peut être un peu redondant parce qu'il faut qu'ils fassent leur saison à eux sans parler des autres, quoi. Donc voilà. Et aussi pour revenir sur le point du trek, que c'est vrai qu'on n'a rien ressenti cette saison, je suis totalement d'accord. Moi, je pense à Koh-Lanta Malaisie avec le trek. Et ça, c'est un peu vraiment l'épisode où les Rouges, ils se sont soudés comme jamais. Je sais pas si vous vous souvenez vraiment de l'épisode du trek de Koh-Lanta Malaisie, mais c'est vraiment l'épisode où tout le monde s'est soudé, ils ont aidé Bernard. C'était vraiment l'équipe qu'ils auraient dû être dès le début. Et là, on a senti, quoi. On voyait Namadia à la fin qui disait que ça a été l'un des moments les plus durs et tout. Enfin, vraiment, là, on a senti que c'était une épreuve qu'ils ont fait, quoi. Et que ça les a vraiment a eu du bon pour eux. Là, on a l'impression vraiment que, enfin, on n'a pas l'impression que ça a été de ouf, quoi. À part l'épreuve qui semble avoir été dure, qu'on a vu Léa à la fin, Léa Rouge qui pleurait sur l'épreuve. Mais sinon, on a un peu l'impression que c'était aussi rudimentaire que d'autres saisons. Donc, est-ce que le montage est fait de cette manière? Mais je pense pas, parce que si vraiment il y aurait eu des moments comme ça, ils ont tout intérêt, la production, à le montrer, parce que eux, ils nous vendent ça comme quoi c'est un trek grosse nouveauté, le trek, épreuve de nuit, des choses comme ça. Mais montrez-nous si ça s'est vraiment passé. Donc en fait, je pense que non, ils se sont dit tiens, on va faire un trek, ça va faire plaisir, comme il y a 2 saisons, ils ont fait le retour de la dégustation ou de la boue. Ils se sont dit, tiens, épreuve, elle revient et tout, trop bien et tout. Mais je pense qu'en fait, c'était juste de la com et il n'y avait pas grand-chose derrière, quoi. Ouais, bah, ouais, déjà, je veux juste dire, ouais, Maxime, je pense que lui aussi connaît l'émission. Ouais, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais voilà. Bon, pour dire qu'il y en a quelques-uns, mais en tout cas, on n'a pas l'impression que tous sont le fin connaisseur de l'émission. Après, il y a quand même eu de temps en temps, tu vois, des références à d'anciennes saisons, et je trouve que de temps en temps, c'est pertinent de le montrer pour voir que les candidats savent de quoi ils parlent. Je me rappelle du premier épisode de la guerre des chefs. Je crois que c'est Victor qui dit à un moment, au moment où ils font le feu, il dit une phrase du genre l'année dernière, il y a un fromager qui a fait 2 fois le feu, en référence à Ludovic. Ça, j'avais bien aimé, toi, cette référence, en mode lui, il connaît l'émission, et ça fait plaisir de voir des gens qui connaissent l'émission, ça fait plaisir, quoi, vraiment. Sur le premier point, déjà, par rapport au fait qu'on a l'impression que les candidats ne connaissent pas l'émission, en fait, je pense qu'il faut qu'on accepte l'idée en tant que fan que ce ne sont pas des fans, effectivement, des fans comme nous qui participent à l'émission. Et quand il y en a un dans la saison qui semble être un fan, au final, ça donne des candidats comme, ça donne des Ahmad, ça donne des Adrien, ça donne des Steve, ça donne des Alexandre. C'est des candidats qui peuvent être intéressants, mais qui se font éliminer très vite parce que considérés comme trop menaçants, parce qu'ils axent trop leur jeu sur la stratégie. Et nous, dans notre canapé, on se dit « Oh, mais ils jouent trop mal, c'est trop dommage ». Et je pense, si je me projetais, je n'ai aucunement l'intention de participer à Koh-Lanta, mais je pense que si j'essaie de me projeter et je me retrouvais à Koh-Lanta, j'aurais tendance à être aussi tout fou comme ça, à vouloir faire des stratégies dans tous les sens, parce que pour montrer que j'aime le jeu et que je veux lui rendre hommage. Et je pense que c'est ce qui fait peur aux autres candidats, qui, eux, ne viennent pas dans ce but-là, qui viennent peut-être pour l'aventure humaine, pour les épreuves, pour se dépasser, et qui, du coup, se disent « Oula, mais attends, c'est qui, lui ?» Et comme les candidats fans représentent la minorité, c'est eux qui se font sortir très vite, parce que considérés comme anormaux, j'ai envie de dire. Voilà, ça, c'était le premier point. Je pense qu'il faut qu'on accepte que c'est pas ce type de candidats qui vont à Koh-Lanta, et quand ils y vont, il faut pas qu'on s'attende à ce qu'ils aillent loin, parce que l'émission est peut-être pas faite pour eux, en fait. Et le deuxième point, c'est je suis très content que
que Zakou ait évoqué ce sujet des candidats qui font des références à d'anciennes saisons, parce que ça fait longtemps que je me fais la remarque que c'est très rare dans Koh-Lanta. Et effectivement, moi, le seul exemple que j'avais en tête, c'est Philippe qui dit ouais, cette année, on va faire un camp encore mieux que celui de Grégoire et de Freddy. C'est le seul exemple que j'avais en tête. Donc, j'avais complètement oublié cette histoire de Victor qui dit qui parle de Ludovic, qui fait référence à Ludovic, sûrement parce que La Guerre des Chefs fait partie des saisons que j'ai pas pu regarder assidûment. Mais voilà, donc j'avoue que je me posais aussi la question, est-ce que c'est que la prod coupe au montage quasiment toutes les références aux anciennes saisons parce qu'ils veulent que leur saison soit vraiment cloisonnée, ou est-ce que c'est que les candidats, parce qu'ils ne sont pas fans de l'émission, parce qu'ils n'ont pas forcément vu les anciennes, ne font pas de rêve parce qu'ils n'ont pas les connaissances. C'est vrai que c'est une question que je me pose depuis des années. Un gros mystère, ça, de savoir est-ce que la prod coupe, est-ce que trop de candidats s'inscrivent à l'émission sans regarder le jeu vraiment. Alors qu'effectivement, dans Survivor, ils le font beaucoup. Et j'avoue que j'adore ça. Typiquement, quand un candidat dit « Bon, j'ai trouvé un collier d'immunité, il faut pas que je me... Enfin, faut que je le joue, faut pas que je me fasse sortir avec mon collier comme référence au candidat iconique qui s'est fait sortir avec 2 colliers. » À chaque fois, ça me tabasse de rire. J'aime beaucoup quand ils font des refs comme ça d'anciens candidats, principalement pour du négatif. En faisant, il faut pas que je fasse le dump move, comme ils disent, comme un tel candidat, j'adore ça. Donc c'est vrai que c'est un point fort de Survivor par rapport à Koh-Lanta, je trouve. Puis même, c'est une saison que tu n'as peut-être pas vue, mais à un moment, c'est 3 anciens qui reviennent dans une saison classique. Et vraiment, il y en a une candidate qui fait partie des candidats nouveaux, qui voit arriver un des 3 candidats, mais c'est machin, mais c'est trop la base. Elle est vraiment hystérique, comme si elle voyait, je sais pas, Michael Jackson, quoi. Elle était vraiment en détresse, en mode c'est trop la base. C'est la saison que je regarde actuellement. Ah, je crois. Oui, tu parles de Philippines? Peut-être pas. C'est une brune et l'ancienne candidate, c'est une blonde hyper iconique. Ah ouais, non, ok. On parle pas de la même saison alors. Non. Mais effectivement, il y a d'autres saisons. Moi, je me rappelais de ça. Mais... concernant le juste milieu à trouver entre est-ce qu'on doit prendre des candidats fans ou alors des candidats qui connaissent pas du tout l'émission, bah pour moi justement c'est un juste milieu à trouver. Et je trouve que la proportion de candidats qui connaissent vraiment bien l'émission et qui peuvent jouer justement avec les règles est trop minoritaire. Je pense que par exemple cette année, Steve était peut-être un peu tout seul dans son équipe et donc quand il a commencé à potentiellement évoquer des trucs stratégiques, bah il y a que Sarah qui l'a un peu écouté au début avec Alexis, mais on va dire qu'il a aussi vu l'émission. Il n'y a que Sarah qui l'a écouté parce que j'imagine que les autres, bah ils commencent à peine à découvrir le jeu et donc ils étaient en mode oula, il commence à me parler de Blindside, etc. Je comprends rien. Alors que avec plus de candidats fans, je veux pas 100% de candidats fans comme Survivor où j'ai l'impression qu'il y a assez peu de candidats qui connaissent pas et qui sont totalement perdus. Mais je veux vraiment une bonne moitié, quoi, histoire qu'il y ait un bon mélange. Par exemple, un Jean-Charles du Totem Maudit connaissait rien de l'émission et c'était fun à voir. Mais c'est bien d'avoir des candidats qui connaissent, qui veulent tenter des nouveaux trucs, etc. Et ça permettra justement à des candidats comme Steve, comme Alexandre, de jouer un peu plus sereinement et de pas être entouré de gens qui comprennent même pas un mot de ce qu'ils disent, qui savent pas comment fonctionne l'émission, qu'il y a des épreuves de confort, d'immunité, qui sont en mode une épreuve de confort, je savais pas que ça existait. Enfin, c'est absurde, quoi. J'ai l'impression que la prod dernièrement, depuis quelques saisons, elle prend surtout des candidats qui sont sur des listes de casting. Je crois que c'était Laurent sur sa chaîne, Laurent des 4 Terres qui disait ça sur sa chaîne, qu'il y a des candidats qui sont juste sur des listes de casting pour passer dans des émissions télé quelconques. Et donc, on leur propose Koh-Lanta, ils acceptent et ils sont en mode je connais pas l'émission, mais go, parce que j'ai envie de passer à la télé. Je fais bien de dire ça parce que je suis en train de vendre mes interviews, désolé, mais c'est que ça me fait penser à ce que je dis avec... J'ai interviewé une candidate il y a la semaine dernière et elle m'a dit qu'elle avait passé une première fois le casting et qu'après le casting, ils m'ont proposé, on a échangé nos mamans. Elle était en mode, c'est pas le même genre d'aventure, donc non. Ouais, c'est ça le truc, c'est que maintenant, il y a plein de candidats qui sont juste recrutés par la prod plutôt que j'ai envoyé ma lettre et on l'a regardé, ils ont vu que j'étais fan de l'émission, ils m'ont pris. J'ai l'impression qu'il y a une proportion de candidats, alors je pourrais pas dire laquelle, je suis pas dans les coulisses de l'émission, mais qui est vraiment genre qui ont même pas envoyé de lettres et qui ont juste été recrutés et c'est un peu un tabou, un truc du genre. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup,
s'ils prenaient que des candidats qui ont envoyé des lettres, évidemment, la proportion de gens qui regardent l'émission serait bien supérieure, je pense. En fait, moi, ce que ça soulève, c'est un problème plus général qui rejoint ce que j'avais dit sur le montage et tout à l'heure. C'est en fait la pertinence des choix de la production sur ce qu'elle fait de son émission. Pourquoi ne montrer que de temps en temps des candidats qui savent des choses de l'émission pourquoi faire ça en fait je repasse à un autre exemple aussi, c'était Ravière quand il a fait son faux collier qui avait dit je vais faire mieux que Maxime cette fois-ci. Voilà. Pourquoi montrer ça que de temps en temps, même pas toutes les saisons en fait, c'est vraiment de temps en temps. Qu'est-ce que ça sous-entend en fait? Est-ce que ça veut dire que c'est que ces candidats-là qui ont de la culture Koh-Lanta et que du coup tous les autres n'en ont pas? Bon, est-ce que ça sous-entend ça? Est-ce que ça sous-entend que la prod s'en fout et qu'ils montrent ça parce que c'est marrant? Ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est la question que je me pose. Parce que par exemple, je pense à quelque chose que j'avais souligné l'année dernière, lors de la diffusion du Feu Sacré, lorsque j'avais découvert que les îles sur lesquelles étaient les candidats étaient celles de Mingao et de Tayak, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir une référence, vu que c'est littéralement les mêmes îles, à Koh-Lanta Karamoan? Parce que moi, par exemple, si on me dit que tu vas aller faire Koh-Lanta sur l'île de Mingao, la première chose que je fais, c'est d'aller voir s'il y a toujours l'arbre où Christophe a mis ses gravures, parce que je suis un grand fan nostalgique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'un candidat l'a fait cette saison-là, par exemple, tu vois? Est-ce qu'ils ont croisé l'arbre de Christophe, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ces écritures des aborigènes, c'est quoi ça? Voilà, est-ce qu'ils se sont dit ça c'est Christophe, il a écrit ça, tu vois? C'est des questions comme ça toutes connes que je me pose, mais est-ce que des candidats ont eu cette réflexion, tu vois? Enfin, pareil, est-ce qu'ils ont reconnu les îles sur lesquelles ils étaient? Parce que, je trouve que c'est quand même des îles mythiques de Koh-Lanta, Mingao et Tayak, parce que c'est quand même une saison qui était très bien, très regardée à l'époque. Rien que pour ça, je trouve que c'est des îles emblématiques, je trouve. Voilà. Donc, c'est des questions comme ça que je me pose. Est-ce que les candidats ont ces réflexions-là à un moment dans le jeu et voilà. Et donc, tout ça pour dire que voilà. Ça pose la question des choix de la production sur leur montage, sur les choix qu'ils font. La pertinence de leurs choix aussi, parce que je reprends l'exemple des saisons anciennes et des saisons récentes. La grande force des saisons anciennes, c'était que quand ils n'avaient rien à montrer, ils faisaient en sorte de montrer d'autres choses intéressantes. Par exemple, vu qu'on n'avait pas de stratégie, ils comblaient ça par de la survie, par un côté documentaire, quand Denis faisait ses grandes tirades. Les poissons ici vivent ainsi, il y a de la migration chaque année et tout. Bref, voilà. Et les documentaires de la Denis qui étaient bien sympathiques. Et que à l'époque, on avait, je trouve, une justesse dans la pertinence des choix de montage, de montrer les choses qui étaient intéressantes à voir. Si on n'avait pas de discussion intéressante, on ne les montrait pas, on montrait autre chose. Que là, aujourd'hui, on va plutôt montrer les discussions pipi-caca plutôt que la survie ou la survie, des trucs comme ça, plutôt que les choses intéressantes qu'il faudrait montrer. Enfin, en fait, je trouve que la prod ne sait plus montrer ce qui est intéressant. C'est ça le problème que je trouve dans les saisons récentes. C'est Anne et Pauline qui font la lessive. Voilà, par exemple. Flavio qui nettoie la casserole. Ah oui, et qui fait le zizicoptère aussi. Hein. Exactement. Je voulais aussi dire qu'il y a très peu d'autocritique de la part de la production. J'ai rarement entendu la production dire « on a tenté un truc, ça n'a pas marché ». Je crois qu'ils l'ont dit que pour l'île au trésor avec l'anneau d'or, où ils ont dit non, c'était une mauvaise idée, ça a pas marché, machin. Il y a que là où j'ai entendu la prod faire une autocritique. Alors que moi, j'aimerais bien justement plus pas forcément de la production, mais même des candidats, des passages où les candidats ils critiquent un peu potentiellement un choix. Genre là, on a des bribes avec par exemple Cécile qui dit mais il me sert à rien ce collier ou des trucs du genre. Mais j'en aimerais plus, tu vois, parce que ça permettrait aussi à la production d'évoluer, de se rendre compte de qu'est-ce qui marche pas. Parce que là, j'ai l'impression que c'est fermé, qu'ils restent dans leur idée que on a les meilleures idées du monde, c'est excellent, etc. Alors que s'il y avait un peu plus d'autocritique, ce serait nickel, quoi. Ou alors, je repense à Vietnam, le choix de séparer les hommes et les femmes, ça a plu à personne. Et à part Frédéric, qui a été montré comme une hystérique, ce qui est peut-être un peu le cas, il y a personne qui a été montré au montage en mode on critique ce twist, on trouve ça un peu nul, etc. Alors que on l'a vu dans les interviews de Marine et Aurélie, personne n'était d'accord, tu vois. Ils aimaient tous pas le twist, etc. J'aurais plus de moments comme ça où la prod accepte que parfois ils ont des mauvaises idées, que parfois il y a des choses qui marchent pas. J'aurais bien aimé qu'ils disent le totem maudit,
il n'a pas été très utile, ou alors c'était une excuse pour inventer d'autres twists, ou alors que le feu sacré, finalement, apparu une fois, ça a servi à rien, ou les candidats l'ont très mal utilisé. J'aimerais bien que Denis soit un peu plus cinglant avec les candidats, en mode cette année, par exemple, il dit vos colliers, vous les utilisez mal. C'est un peu méchant, mais comme ça, les candidats ils se réveilleraient et ils penseraient peut-être à d'autres idées, d'autres moyens d'utiliser leur collier. Dire aucun collier n'a été utile à la réunification, ça me ferait beaucoup rire. Ouais, je voulais réagir surtout sur les apports de Denis sur tout ce qui est overhype de la saison, tout ça comme ça. Il faut vraiment, j'en profite pour du live entre guillemets, du débat pour passer un message. N'écoutez pas Denis. C'est très important. Denis, la moitié du temps, il est à côté de ses pompes. Genre, là, il y a 2 semaines, ou 3 semaines, les catapultes, il nous disait oui, une épreuve extrêmement disputée, une épreuve incroyable. Ouais, c'est les catapultes, quoi. Voilà. Là, le trek, il disait un trek dantesque. Dantesque, oui, tout à fait. Je crois que j'ai fait plus j'ai des trucs plus durs en baladant dans la Normandie, je crois. Mais bon, mais voilà. Aussi, genre, ils nous prouvaient des candidats exceptionnels. L'année dernière, moi, j'étais fou. À chaque fois qu'il parlait de Tania, j'étais en mode, mais putain, mais la pauvre, elle est très sympathique, Tania, il n'y a pas de souci. Moi, c'est une candidate à l'extérieur, j'ai vu des interviews et tout. Je l'adore à l'extérieur. L'intérieur, un peu moins. Là, dans Koh-Lanta, j'aimais beaucoup moins. Donc, je lui passe un message et je donne un conseil, même si je ne sais pas si j'ai le droit de donner des conseils du haut de mes 22 ans. Mais surtout, le montage, faites attention au montage, faites attention à ce qu'on vous dit. Essayez de croiser les flux. Par exemple, le cas, c'est William. William, il avait peut-être un montage qui était magnifique, grâce à la production. Sur ce qu'on lit à l'extérieur de la saison, c'est pas ça. C'est pas... Donc c'est pas ce qu'on a vu. Pareil, bon, on m'a souvent dit ouais, mais t'aimes pas Pauline, machin. Non, c'est pas que j'aime pas Pauline, c'est que je ne comprends pas son montage. On m'a dit après oui, de toute façon, Pauline c'est la meilleure femme de la saison. Non, elle est dans la moyenne. Il faut arrêter avec le biais de récence. Il faut essayer de voir le global et pas ce qu'on vous met sous le nez pendant tout l'épisode. Il faut essayer de voir au global, et Pauline au global, elle est moyenne. Elle n'est pas nulle, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle ne mérite pas des encouragements à la Claude. Elle mérite pas un montage exceptionnel. C'est tout ce que je veux dire. Je passe mon message. Faites attention à ce que vous voyez. C'est tout. Bon, le message est passé, c'est principal. Ouais, peut-être juste pour finir sur la question du montage, c'est sûr qu'on a un problème sur cette question du montage pas du tout égal et pas du tout équilibré entre les candidats. Déjà, ça se voit dans le temps d'apparition à l'écran qui n'est pas du tout le même. Mais c'est parce que la prod ne sait pas monter une saison à plus de 20 candidats. Moi, quand j'ai vu qu'ils allaient rajouter 2 candidats cette saison, bon, déjà, j'aime pas quand ils font ça. Mais je me suis dit, mais bon Dieu, mais on va avoir de nouveau des fantômes, alors qu'on aurait pu en éviter si on n'avait eu que 20, tu vois. Et donc voilà, il y a clairement un problème sur le montage, même sur le manichéisme, parce que franchement, objectivement, même si on réfléchit sur les grands vilains des anciennes saisons, sur les grands vilains, par exemple sur Patrick de la saison 7, sur Jérôme de la saison 5, ils ont un gros côté, c'est clairement les vilains de leur saison, c'est sûr. Mais quand tu regardes la saison, ils ont quand même aussi tout un pan assez sympathique. On a un Patrick qui est proche de sa tribu. On a Patrick à la fin de la saison qui offre des fleurs marines pour s'excuser et tout. Donc là, on a comme ça qui est montré. Vous voyez que, alors que maintenant, le méchant, ça sera le méchant et le héros, ça sera le héros et basta. Pour revenir juste sur la question précédente que j'avais soulevée sur la question est-ce que les candidats sont des connaisseurs et est-ce que la prod s'en inquiète ou pas, se questionne sur ce problème ou pas, en fait moi je pense que non, la prod s'en moque totalement pour une simple bonne raison que je ressors un argument que je sors souvent, c'est l'épreuve du labyrinthe à l'aveugle qu'on a quasiment chaque année, et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va faire au moins 10 ans que c'est le même parcours, le labyrinthe. Moi, je dis souvent pour rigoler que si je participais à l'émission et que je faisais cette épreuve, je pense que je le ferais d'une seule traite. Par simple, le parcours, ça fait ça et ça, et on y est, c'est bon.
Et moi, je rêve, si je participe à l'émission, je rêve que je repasse cette épreuve rapidement et que Denis me pose la question « Mais comment avez-vous fait? Vous êtes vraiment trop fort ?» et que je dise « En fait, c'est le même parcours chaque année. » C'est très simple, je l'ai appris par cœur. Voilà. Non, mais voilà, c'est comme, je sais qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'est Sakou qui disait ça, que les candidats n'hésitent pas à cacher la preuve, entre guillemets. Moi, j'adorais que les candidats fassent ça parce que, je sais pas, c'est peut-être moi, mon regard de fan aigri qui a envie de voir ça, mais voilà, en fait, j'ai envie de voir des candidats qui sont là pour prendre du plaisir. L'année dernière, quand je vois un Emin, on sent que Emin voulait faire l'émission, et quand je le vois partir à l'épisode 2, mais quel déchirement, quoi. Et que je vois des candidats comme Tania qui vont hyper loin pour rejoindre les propos de Romain, ça me désole, quoi. Voilà. Non, je veux juste parler rapidement de ce que tu as dit, Dany, pour le labyrinthe. Alors, moi, je suis un fan inconditionnel de Koh-Lanta. Mais toutes les saisons, tous les épisodes, je connais. Demain, tu me mets à Koh-Lanta vers cette épreuve, je suis incapable de te la refaire, alors que j'ai vu tous les épisodes. Hein. Donc, je pense que sur le moment, sur le coup, avec le stress, même si c'est le même labyrinthe, enfin, moi, de mon truc à moi, je serai impossible de te le refaire. Hein. Clairement, je pense que ça dépend de chacun avec la mémoire, le stress et des choses comme ça. Peut-être que toi, tu y arriverais et tant mieux. Moi, je sais que j'ai pas du tout une mémoire. Donc, en fait, je pourrais mettre le même labyrinthe. Je pourrais le regarder pendant 20 minutes. Après, pour le refaire, bon courage, quoi. Après, ça, c'est peut-être que moi, quoi. Je sais pas s'il y en a d'autres ici qui sont comme ça, mais moi, perso, tu peux me mettre 50 000 fois le même labyrinthe. Je peux te dire que je serai dans les derniers. C'est moi qui aura le vote supplémentaire à la fin ou qui sera éliminé. Hein. Ouais, je suis d'accord. En soi, ça se trouve peut-être que je me planterai aussi, tu vois, mais genre, si je me retrouve devant le labyrinthe à l'aveugle, la première chose que je fais, c'est je tâte sur le côté droit, voir s'il y a le leurre. Et s'il y a le leurre, je sais que c'est bingo, quoi. Enfin, voilà. C'est juste pour dire. Après, ça se trouve, je me planterai totalement. Hein. C'est sûr qu'il y a le stress qui joue pendant l'épreuve, mais en fait, quand je vois les candidats qui tombent dans le leurre, je me dis que ça, c'est comme assez flagrant de leur connaissance de l'aventure. Voilà. Bon, écoutez, les gars, c'est pas que je veux vous quitter, mais là, il se fait tard. Mais vraiment, merci pour ce débat what the fuck, ce débat qui n'avait pas de sens, mais qui était plein d'infos sympas. C'était vraiment très rigolo. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Mais en tout cas, merci. À vous 5, plus Jeanne, qui a dû nous quitter, mais elle m'avait prévenu qu'elle ne pourrait pas rester longtemps. Donc, en tout cas, voilà, merci beaucoup et j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Très bien. Merci à vous. Et à très Merci. vite. Merci à vous. bonne Merci. soirée. Ciao, ciao. Salut. C'était top.